Il est aujourd'hui le numéro 1 sur le fait d'apprendre la photographie en francophonie. Il a réussi à créer un business autour de sa passion et à s'émanciper d'une vie que la société, que ses parents voulaient pour lui, pour se créer une vie selon ses propres termes, selon ses propres envies. Il voyage plus de la moitié du temps quasiment autour de la planète et aide des centaines de milliers de personnes à développer leur talent pour la photo. Il s'appelle Laurent Breya et c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Il va vous partager comment vous allez pouvoir créer un business en fonction de votre passion, son expertise, son expérience, comment ça s'est fait sur le chemin et les challenges qu'il continue de vivre au quotidien. Une nouvelle opportunité pour nous de rentrer dans la tête des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie. Si vous êtes intéressé par créer un business, par entreprendre un projet, cette vidéo va certainement vous donner les clés qui feront la différence pour vous développer. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans ma conversation avec Laurent. C'est parti, bon visionnage et laissez un maximum de pouces. Ciao à tous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Laurent Breya de Apprendre la photo. Salut Laurent. Salut. Comment tu vas? Est-ce que tu es en forme? Ben écoute, tout va bien. Tout va bien. Alors Laurent, les amis, vous ne le voyez peut-être pas comme ça, mais c'est un très grand bonhomme. Tu fais 1m95 Laurent? 1m91. 1m80. Mais Donc, effectivement, j'ai eu de la sinon je peux me mettre comme ça on a l'impression que je suis... Comme ça, voilà, on voit vraiment que tu es plus grand. J'ai eu la chance de le rencontrer à Bruxelles. Il était venu intervenir à un événement que j'avais organisé. C'était très très cool parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Et puis, par effet de bord, voilà. Salut Laurent, ça va? J'adore ce que tu fais. Ça te dit de venir le partager devant une trentaine de personnes qui seront là? Et puis, tu as accepté avec grand plaisir. On était une bande de joyeux lurons. Et on avait immortalisé une photo. On va essayer de vous la mettre là à l'écran. Je Où me il y rappelle. avait toi, moi, on avait fait un montage. On avait mis Stanislas Leloup à côté. Et on avait un peu les trois mêmes tronches de stéréotypés, de petits blancs avec des lunettes de geek. C'était un bon moment. Ouais, je me rappelle. On va ressortir les photos, Est-ce ouais. qu'on t'a déjà. Est-ce qu'on s'est déjà trompé et on t'a confondu avec Stan Leloup dans la rue? Non, on va quand même pas confondre avec Stan. N'exagérons rien. Mais effectivement, il y a eu des... Ben, j'ai un pote en photo qui s'appelle Thomas et qui est aussi un brun avec une barbe et des lunettes, tu vois. Ouais, Comme à peu près, je sais pas, 50% des mecs de notre âge, je dirais. exactement. Nous, comme on fait le même truc et qu'on fait des vidéos ensemble, des fois, je pense qu'il y a quelques personnes qui confondent, c'est possible. Ça porte à Mais Stan, non, confusion. pas encore. Bon, Laurent, que dire? Photographe déjà, photographe passionné, entrepreneur. Aujourd'hui, tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais des articles sur ton blog Apprendre la photo où tu apprends aux gens à devenir un meilleur photographe, peut-être vivre de la photographie. C'est ça, dis-nous un petit peu plus. Ouais, donc apprendre la photo, c'est un truc que j'ai démarré en 2010. Et bon, par contre, c'est vraiment destiné aux amateurs. Donc, voilà, c'est juste les gens qui aiment faire de la photo, qui n'ont pas spécialement envie d'en faire un métier. Alors, évidemment, parmi eux, il y en a qui en font un métier, parce que forcément, sur le nombre. Mais c'est pas l'objectif. Le but, c'est vraiment que C'est les pas la gens, cible. voilà, c'est pas la cible. Le but, c'est vraiment que les gens ils se fassent plaisir. Après, il y en a forcément dans l'eau, ils vont devenir bons, ils vont se dire, en fait, j'aimerais bien arrêter mon taf et devenir photographe. Mais je les pousse pas particulièrement par là. Ouais. Je pense plus aux amateurs, qui est de toute façon la très grosse majorité du marché. Enfin, la plupart des gens, ils veulent juste faire des belles photos pour eux. C'est pas forcément d'objectif de carrière avec. Et voilà. 2010, du coup, on va justement en parler un petit peu. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 abonnés sur YouTube. C'est le canal, le blog en tout cas, c'est sûr et certain, le plus gros dans le domaine de la photo. C'est des centaines de milliers d'étudiants qui ont suivi tes programmes de formation. Alors, les programmes de formation, ça va bientôt faire 10 000 élèves en tout, je pense. 10 000 élèves et Euh, 100 000 personnes qui on avait suivent ton fait quelque chose. contenu. Ouais, 100 000 et quelques abonnés sur la chaîne YouTube, 108 je crois maintenant. Puis voilà, le blog il fait, je sais pas, 150 000 par mois, un truc comme ça, visiteurs. Ouais, t'as tout résumé. Ça fait beaucoup de monde quand même. Tu t'imaginais un Ouais. jour partager ta passion de la photo avec autant de monde ou pas? En commençant, non. Enfin, tu sais, tu commences, Enfin, moi, je commençais, je savais même pas vraiment si ça allait marcher, tu vois. J'ai juste Ouais. commencé en me disant, en fait, en vrai, en commençant, je me suis dit,
si dans 6 mois, personne me lit, bah, je peux arrêter, tu vois. En fait, j'ai commencé sans la pression en me disant, ouais, il faut absolument qu'il y ait des gens qui me lisent. Je me suis dit, je vais le faire, moi, ça me fait kiffer, on verra bien. Et on verra dans 6 mois déjà, tu vois. Et en fait, j'ai vu dans 6 mois, et au bout de 6 mois, j'ai plus les chiffres en tête, hein, c'est genre fin 2010, tu vois. Donc, bon, c'était il y a 10 ans, j'en ai plus aucune idée. Ça date un peu. Mais voilà, je pense qu'il y avait quelques milliers de visiteurs par mois, tu vois. Et quand t'écris tout seul depuis ta chambre, quelques milliers de personnes qui te lisent, c'est déjà ouf, parce que c'est quelques milliers, tu vois, enfin, c'est quand même beaucoup. Et ouais, ça m'a suffi pour m'encourager à continuer, parce que c'est quand même ouf. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas les chiffres quand j'ai commencé, quoi. Par contre, je pense que quand tu as quelques milliers, tu imagines plus facilement 100 000, tu vois. Tu dis finalement, entre 3 4 000 et 100 000, le gap n'est pas il est pas si important par rapport à 0 à 3 000, tu vois. Enfin, je veux dire, D'accord, ouais, le premier gap te paraissait beaucoup plus gros. Tu vois, quand on a 0, tu te dis 3 000 personnes qui me lisent, c'est beaucoup quand même. Enfin, ça paraît chaud que où est-ce que tu vas trouver 3 000 personnes. Quand on a 3 000, comme tu es déjà étonné, je pense que tu peux plus facilement t'imaginer 100 000 au final. Après, quand tu connais les leviers, quand tu comprends les mécaniques, tout ça, tu te dis qu'il y a juste finalement qu'à démultiplier le tout. Les chiffres sont plus impressionnants au début. Tu parles d'ailleurs beaucoup de chiffres. Les résultats de ton business ne sont pas un secret. Tu as partagé à plusieurs endroits dans différentes interviews à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires par an avec ton activité. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Ouais, c'est toujours plus ou moins le cas. C'est légèrement plus difficile ces dernières années, je trouve. Faut aller un peu plus gratter les chiffres, je pense, parce que déjà, il y a de la concurrence qui est apparue, forcément. Donc, plus t'as de gens sur un marché, forcément, le gâteau augmente pas infiniment non plus. Et il y a eu, je pense que la concurrence a joué, puis le marché a mûri un petit peu aussi. Et donc, il y a, je pense, des sujets de formation sur lesquels maintenant les gens sont un peu, sans doute un peu au point. En tout cas, tous les anciens, pas les nouveaux qui arrivent évidemment, parce qu'il y a toujours les nouveaux qui arrivent, mais les anciens sont un peu au point là-dessus. Et du coup, ces trucs-là, ça se vend un peu moins maintenant. Il faut savoir se renouveler, quoi, tu vois. Mais ce que je fais, donc en fait, j'arrive à maintenir à peu près, mais ça demande un effort qui est différent d'avant. Je pense qu'il faut aller chercher, il faut se renouveler un peu, il faut se différencier. C'est plus, je pense vraiment qu'entre 2010 et 2015, enfin peut-être même avant 2010, mais il n'y avait pas grand-chose sur le marché à l'époque. Je pense mais entre 2010 et 2015, je pense qu'il y avait beaucoup de besoins de formation et qu'il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est un peu plus, déjà un peu plus niché, je trouve. On va pouvoir en parler du coup de l'évolution aussi de ton rôle, de comment tu as bossé tout ça, mais ça fait beaucoup d'argent quand même, 500 000 euros par an, même si c'est du chiffre d'affaires, on est dans un business de presta, où on a des marges qui sont quand même assez bien élevées, donc tu gagnes bien ta vie. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais gagner un jour autant d'argent? Non, pas du tout. Quand j'ai commencé, j'étais étudiant. J'étais dans une chambre de 9 mètres carrés, tu sais, les petites chambres du Crous pourries avec simple vitrage, cafard, douche au bout du couloir et tout. Enfin, donc, tu vois, le truc vraiment. Je pense que c'est à peu près probablement parmi les pires logements que tu puisses avoir en France, quoi. Après, c'est déjà un logement, hein, donc je me plains pas. Enfin, tu vois, j'avais un toit sur la tête et j'avais vaguement chaud l'hiver. Mais ouais, non, donc à cette époque-là, tu t'imagines pas. Enfin, tu t'imagines rien du tout, en fait. Tu t'imagines pas les sommes. Et en fait, donc à mon premier lancement où j'ai lancé un e-book à 19 euros, et j'ai fait 8 000 euros sur la semaine de lancement, ce qui était plus d'argent que ce que j'avais eu sur un compte en banque de toute ma vie avant, tu vois. Donc déjà, en fait, à l'époque, quand j'ai fait 8 000, c'était beaucoup pour moi, quoi. J'ai fait 8 000, j'ai fait OK, d'accord. Donc émotionnellement, c'était le meilleur lancement, en fait, le premier. Bang. Mais comme tu pars de 0 et tu arrives à 8 000, c'est beaucoup plus impressionnant que de partir de 8 000 et d'arriver à 100 000, en fait. Enfin, c'est comme ce que j'ai sur le trafic avant. Et du coup, non, je ne m'imaginais pas. Et c'est que après, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis dit, si je sors un produit plus cher après, normalement, je devrais quand même pouvoir faire quelques dizaines de milliers d'euros. Et quelques dizaines de milliers d'euros, tu vis un an avec, quoi, tu vois. Donc ouais, mais je ne m'imaginais pas. Et après, j'ai fait mon premier lancement de formation. J'ai fait 140 000 euros de vente, à peu près. Ce qui, pour moi, a été une fortune, hein. Franchement, à l'époque, vraiment, tu fais 6 chiffres quand littéralement, même pas un an avant, tu étais encore en chambre d'étudiant, tu fais 6 chiffres, tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, tu vois. Tu sais pas vraiment ce que c'est, 6 chiffres, en fait. Donc non, je m'imaginais pas. Bien sûr. Alors justement, par contre, Laurent Bria, ça n'a pas toujours été ça. Ça n'a pas toujours été cet homme confiant, beau, qui gagne des centaines de milliers d'euros chaque semaine en automatique. Non. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Du coup, c'est qu'on revienne un peu sur sur qui tu es, sur qu'est-ce qui est derrière
l'entrepreneur, sur comment tu as grandi, sur comment tu t'es développé, etc., etc. Ça te va? Ouais. Avant que tu nous racontes tout ça, t'étais quel type de gosse, toi? Quand t'étais enfant, t'étais comment? Alors, je vais pouvoir te donner une réponse qui va être, genre, je pense que partielle, parce que je suis quelqu'un qui a très très peu de souvenirs de son enfance. En fait, il y a des gens qui se souviennent, genre, j'ai un pote qui dit, ouais, je me souviens quand j'avais 2 ans et tout. Je fais, de quoi tu parles? Je me souviens à peine quand j'avais 10 ans. Enfin, bref. Mais non, j'étais plutôt réservé, timide même, je pense. J'ai appris à lire à 5 ans, parce qu'en fait, j'ai fait chier ma mère parce que je voulais lire, tu vois. Genre, il y avait des panneaux de pub, j'arrivais pas à lire ce qu'il y avait dessus, ça m'énervait. Donc, j'ai juste Ok. fait ma mère pour apprendre à lire. Du coup, elle m'a appris à lire. Et c'était une chance parce que, pas seulement parce que j'ai lu un an avant, mais parce que j'ai appris avec, tu sais, la méthode qui est revenue maintenant, mais qui est le BABA, en fait, que nos parents ont appris avec ça, quoi. BA, ça fait bas, enfin, DA, ça fait da, enfin, voilà. J'ai appris comme ça. Et moi, à l'époque, tous les gamins apprenaient avec la méthode Ratus, tu sais, c'est genre, ils apprennent des mots par cœur, en fait. Ce qui est vraiment complètement débile. Parce que c'est-à-dire que dès que tu connais pas un mot, tu sais pas le lire. Enfin, c'est un peu bon. Et du coup, moi, en fait, je suis arrivé en CP, je savais lire. Du coup, j'ai fini par sauter la classe parce que ça n'a pas d'intérêt de faire tout le CP, tu sais déjà lire. Et aussi, j'ai su lire mieux que tout le monde très vite, puisque ben, comme je pouvais déchiffrer un mot que je connaissais pas facilement, ben, en fait, je pouvais lire facilement, quoi. Et du coup, comme j'étais un peu introverti, très introverti, j'ai passé quand même la grosse majorité de mon enfance à lire. Donc, t'imagines bien, j'étais un peu l'intello de la classe. Ok. J'étais le bon élève, sans trop d'histoire, tu vois. Et à la récréation, je sortais le bouquin, j'allais pas jouer au foot avec les copains, tu vois. Ok. Quasi cliché, hein, je pense, franchement. On n'est pas là du cliché du petit intello. Ouais, donc voilà, en gros, j'étais un gamin. Jusque quand? Collège, pareil? Alors, collège, pareil. Un chouïa moins. Je pense que j'ai encore dû le lire en récré en 6e, un truc comme ça. À mon avis, après, j'ai dû arrêter parce que socialement, j'ai compris que c'était quand même pas une bonne idée. C'était Mais pas c'est le au truc qui collège, marchait le mieux? au collège, ça commence à être le moment. Tu sais, quand t'es gamin, les gamins, ils s'en foutent un peu du regard des autres, tu sais. Ils s'en foutent. Le gamin, il va faire des trucs, vraiment, ça l'emmerde pas trop, quoi. Tu vois, quand tu commences à être pré-ado, c'est moins cool. Du coup, le collège, je pense que j'ai arrêté de lire à la récré quand même. Même si mes copains, c'était quand même des gros geeks, tu vois. Donc, c'était pas populaire pour autant, tu vois. Mais au moins, t'es un chouïa normal. Et au lycée, par contre, au lycée, j'étais moins bon élève quand même, je pense, parce que déjà, j'ai eu quelques mauvais profs en seconde quand même, ça n'a pas aidé. Coucou ma prof de seconde de maths qui m'a complètement niqué les maths pour la première et la terminale. Donc ça n'a pas aidé. Puis même socialement, c'était au lycée, tu sais, tu commences à être vraiment ado. C'est plus important d'être intégré socialement que d'être bon en classe pour toi. Donc ça part un peu. Après, j'étais pas non plus mauvais élève, tu vois. Enfin, on va pas se mentir. J'étais pas non plus le cancre de la classe, quoi. Mais Il y a le background d'un télo quand même qui vient rattraper tout ça. Bah oui, tu vas pas, tu vois, je veux dire, 10 ou 15 ans de lecture et d'avoir été bon en classe, ça se passe pas comme ça, juste parce que tu décides d'être un peu plus populaire, quoi. Et justement, du coup, déjà j'ai 2 questions. Tu lis quoi, du coup? Qu'est-ce qui t'intéresse à cette époque-là? Et 2, comment toi tu le vis, tu sais, dans ta tête? Qu'est-ce que tu te racontes, toi, tout seul, Ok. dans ta tête? Est-ce que tu essayes d'être cool en te disant, ouais, il faut que j'ai des potes, machin, cette nana, machin truc, ou tu te dis, ouais, vivement que ça soit terminé et qu'on passe à autre chose? Est-ce que tu as un Ouais. plan, quoi, à ce moment-là? Intéressant. Bonne question. Alors quand je suis gamin, genre en primaire, je lisais de la fiction, hein. Enfin, j'ai lu, je pense, à peu près tous les chars de poule de la bibliothèque municipale, tu vois. Ouais. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, je pense, 4 fois avant l'âge de 13 ans, un truc comme ça. Ouais, t'étais Au solide début, quand même. Tu ouais, je commençais crois que j'ai lu déjà à ça. être un lecteur solide. Ouais, bah, tu sais, quand tu lis tout le temps depuis que tu as 5 ans et demi, 6 ans, bah, forcément, tu arrives à 10 ans, tu peux lire Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, c'est pas... En fait, au contraire, tu t'emmerdes à lire Richard de Poule. Tu fais ça va, les gars. Bon. Je lisais aussi les livres dont vous êtes le héros, là, tu sais. Ça, j'aime beaucoup. J'en avais acheté quelques-uns. Ouais. J'en avais, pareil, j'avais pris tout ça de la bibliothèque, je pense. À mon avis, j'avais tout lu. J'ai jamais lu de BD tellement, parce qu'en fait, très vite, c'était trop court pour moi, tu vois. Ok. Fallait qu'il y ait Ouais, du texte. Dragon Ball, tu l'avais lu en 1 heure. C'est bon. Il faut de la Mais, matière, les gars. en fait, du coup, je l'ai même pas lu, parce que ça m'a jamais intéressé, les BD. Enfin, c'était limite trop simple. Enfin, tu vois, moi, il me fallait un truc où il y a du volume, quoi. Et du Richard de Poule, je pense que j'ai dû lire jusqu'à peut-être 7 ans, et après, c'était bon, quoi. On voit. Tu as vu AD? Ouais, ouais. Je vois derrière, ouais. Nice try.
Pardon. Mais Donc, ok. ouais, je disais ça. Et puis, et ouais, et donc, est-ce que dans ma tête, non, enfin, je pense pas que c'était hyper conscient, tu vois. C'est juste que, tu sais, t'es ado, t'essayes de plus ou moins t'intégrer parce que, tu sens bien que socialement, ça va pas, mais c'était pas hyper conscientisé non plus, quoi. C'est juste que, je pense, naturellement, en fait, quand il y a personne qui lit des bouquins à la récré, que tu te fais un peu persécuter pour ça. Parce que les gamins sont des connards. Enfin, genre, faut quand même le dire. Hein. Je veux dire, dans les années, surtout les années collège, je pense. À mon avis, les années collège, c'est les pires. Parce que lycée, il y a encore 2-3 personnes qui commencent à avoir à peu près une morale, tu vois. Mais les enfants à 12 ans, ils n'ont pas de morale, vraiment. Tu vois, c'est. J'exagère, ils ont un peu une morale, mais c'est pas, tu vois. Ouais, tu réfléchis pas, tu fais le premier truc de con qui te passe dans la tête quand t'es gosse, quoi. Ils sont assez cruels, tu vois, à cet âge-là. Enfin, même moi, j'ai dû être cruel aussi, tu vois. Je pense que tous les gamins sont un peu cruels à cet âge-là. Du coup, le collège, très très vite, tu comprends qu'il faut pas lire à la récré. Et après, c'était plus, tes copains, ça devient juste des gars qui sont plus ou moins exclus aussi, et du coup, tu vois, enfin, c'est un peu naturel, quoi. Mais il y avait pas, je pense pas que c'était conscientisé à ce point-là, quoi. Tu fais partie de la team un peu, du coup, des mecs qui sont sur le côté, quoi. Ouais, c'est forcément ça réunit, quoi, tu vois. C'est des gars un peu geeks. Est-ce que t'as des rêves de gosse à ce moment-là? Au niveau du futur, au niveau d'un job, au niveau de... Rêve de gosse. Alors, primaire, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'à peu près à partir de. J'étais intéressé par les sciences assez gamin, quand même, probablement dès la fin de primaire. Et du coup, je voulais faire de la recherche médicale depuis à peu près l'âge de mes 10-11 ans, je pense, dans ces Ok. eaux-là. Et ça, c'est resté jusqu'à temps que j'aille à la fac, en fait. À la fac, je me suis rendu compte que j'étais très mauvais en biologie cellulaire et biochimie et que donc ça allait être un peu compromis pour moi. Donc j'ai vaguement changé de parcours, quoi. Mais ouais, en gros, à peu près depuis mes 10 ans, je voulais faire de la recherche. Donc, de la recherche, de la scientifique. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Est-ce que t'as... Je sais pas, je pense que j'étais curieux, tu vois. Donc Mhm, il y a pas plus grosse satisfaction de la curiosité que la science, quoi. Parce que, mhm. enfin, faut distinguer science et recherche. Tu vois, science, j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo d'Étienne Klein qui était géniale là-dessus où il dit faut faire la différence entre la science, c'est ce qu'on sait, genre la Terre est ronde, on n'a plus trop de doutes, tu vois. Et la Et recherche, la c'est au contraire recherche, de partir de 100% de doute pour... voilà, où là, voilà. Et la recherche, c'est par définition, c'est ce qui satisfait le plus les curieux, j'ai envie de dire, parce que c'est des trucs qu'on sait vraiment pas, et on va aller chercher pour trouver la vérité, tu vois. Donc, forcément, quand tu es curieux, je pense que ça aide. Il va y avoir de ça. Ouais, je pense, à mon avis, c'était quand même surtout ça, quoi. Et j'avais fait mon stage de 6e, c'est le truc que tu fais où tu vas emmerder quelqu'un pendant une semaine. Ouais, Euh, et je l'avais fait à l'Institut Pasteur à Lille. ok. Enfin, Institut Pasteur / CNRS, il y a des labos partagés, etc. Donc, t'étais Hyper bien. déjà Je m'en connecté à souviens cette encore, ouais. idée de faire de la recherche et tout, quoi. Je m'en souviens encore. C'était hyper bien. Franchement, c'était passionnant, quoi. Ouais, personnellement, j'ai fait mon stage chez Microco. Ah, j'avais démonté des ordinateurs. Mais c'était quand même C'est cool, quand très même. intéressant à Ouais, l'époque. clairement. Et effectivement, toi aussi, tu viens du nord de la France. Du coup, c'était quoi un peu le background familial? Dans quel milieu social t'as grandi? C'était quoi la relation au travail, la relation à l'argent à la maison? Alors, très bonne question. Pas particulièrement entrepreneurial. Donc, mon père était médecin, mais il est mort quand j'étais tout petit, donc j'ai pas eu vraiment d'influence de sa pensée sur moi. Enfin, pas directement via ma mère qui m'en parlait, mais bon. Après, il avait un centre de cure et tout, donc dans l'absolu, il avait une entreprise, mais tu sais, avoir un centre de cure, c'est pas avoir une start-up. Enfin, tu vois, c'était un peu les entreprises un peu à l'ancienne, puis bon, c'est une entreprise médicale, donc c'est plus un cadre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas senti cette de philosophie entrepreneuriale qui m'aurait été transmise, tu vois. Ouais, Euh, t'as pas vu ce père à moitié fou qui lance des projets, quoi. non, non, non. Non, j'ai Ouais. pas du tout eu ça. J'ai grandi, bon, on était très modeste, voire même enfin, sous le seuil de pauvreté, je pense. Après, je me suis jamais senti. Par rapport au fait du coup que ta mère soit seule. Ouais, ouais. Mais après, je me suis jamais senti genre vraiment pauvre non plus, tu vois. Enfin, je pense que ma mère m'a assez bien protégé de ça. Après, enfin, tu vois, il y a pauvre et miséreux, enfin, c'est pas tout à fait pareil non plus. Ouais. On n'a T'avais pas. un toit, t'avais à manger, J'avais t'avais un juste pas les toit, dernières Nike au pied, quoi. c'est ça, voilà. J'avais un toit, j'avais à manger, j'avais des jouets,
et j'avais, oui, effectivement, par contre, quand je suis arrivé au collège et j'ai commencé à faire chier ma mère pour avoir des Nike, parce que tout le monde, parce qu'il fallait avoir des Nike pour être intégré socialement, elle m'a dit, bah, tu vas les gratter, tu vois. Et donc voilà, j'ai pas non plus senti, je l'ai senti qu'on n'était pas riche, mais c'est tout, quoi. Je me souviens que ma mère elle a essayé de m'acheter des fausses Nike. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas content, quoi. Je dis non, tout mais pas ça. Tu sais que moi, je me rappelle que elle avait fini par m'acheter, je crois, un vrai sweat Nike. Mais en fait, il faisait faux. Ah putain. Il y avait genre le logo. C'était le seul. Il y avait un espèce, ouais, mais il y avait un espèce de logo sur le pull qui était en espèce comme un genre de silicone, une espèce de plastique mou qui était cousu dessus, tu vois. Et ça faisait faux. En fait, c'était un vrai, hein. Je dirais, il était genre acheté dans une boutique tout à fait legit, tu vois. Mais le truc faisait faux. Et du coup, ils se foutaient quand même de ma gueule, les gens, tu vois. D'où l'intérêt d'avoir acheté un vrai Nike. Pauvre Laurent. Pauvre... Il aura essayé. Il aura essayé. Ouais, voilà. Mais ouais. Donc tu grandis dans ce seuil-là où du coup tu manques de rien, on va dire, mais où tu sens bien que c'est pas la Rolls-Royce, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des envies en étant gamin au niveau de... Tu vois, on a parlé un peu tout à l'heure de tes ambitions un peu plus professionnelles. Est-ce que là, tu as des envies, je sais pas, de séries télé, de films, de trucs qui t'inspirent? Tu te dis, waouh, je veux cette vie-là, je veux cette femme-là, je veux cette voiture, par exemple? Non, je pense que gamin, franchement, enfin, non, collège, lycée, franchement, ouais, enfin, à part les meufs, quoi, tu vois, comme tout le monde à cet âge-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu la définition de l'adolescence, mais à des meufs ou des gens qui t'attirent, quoi. Mais non, franchement, pas particulièrement. Je pense qu'il n'y avait pas de. Tu sais, en plus, j'étais quand même très. Ouais, les séries télé que je regardais, c'était genre Stargate. Enfin, tu vois, bon. Ça te donne pas spécialement envie d'un style de vie. Tu rêvais d'un futur, que la porte des étoiles s'ouvre, qu'on la découvre. Ouais, après, si j'avais des rêves, c'est plus des rêves de. Enfin, tu vois, toujours aujourd'hui, la science-fiction, c'est un truc qui m'intéresse. Je trouve que c'est dire la bonne science-fiction, ça parle du monde d'aujourd'hui, en fait. C'est toujours intéressant pour ça, mais tu vois, j'avais pas de. Je sais pas, je regardais pas des trucs de, je sais pas, de télé-réalité ou de trucs qui auraient pu me donner envie d'un certain style de vie luxueux ou ça m'a pas. Voilà, quoi, tu vois. Je crois que j'ai eu des périodes où j'aimais légèrement les bagnoles, sans doute pour m'intégrer. Enfin, tu vois, mais rien de particulier, quoi. C'est quoi ton super-héros favori? C'est quoi ton super-héros préféré? Ça peut être un personnage qui n'est pas un super-héros mainstream, que tu as trouvé dans un bouquin, un roman un peu plus... Je pense que pour rester sur les super-héros, très probablement à l'époque Batman, parce que tu sais, il y avait la série animée de l'époque, elle était hyper bien, là. Visuellement, c'est encore ouf. J'ai vu des screenshots il y a pas longtemps, je me suis rappelé, visuellement, c'était ouf. Et il y avait eu les Batman de 1989, avec encore la meilleure Batmobile qu'ils avaient fait en termes de design, là. Et donc ça devait sans doute être Batman, je pense. Et qu'est-ce qui t'inspirait chez Batman? Franchement, j'en sais rien. C'était mon enfance, j'en sais rien. Non, je sais pas, je pense que c'était juste que j'avais... En fait, les films et séries qui étaient dispo à ce moment-là, c'était sans doute les meilleurs, et où j'ai juste accroché à celui-là parce que la qualité du scénario ou du dessin était supérieure, quoi. Après, ouais, tu vois, je pense pas qu'aujourd'hui... Enfin, j'en sais rien aujourd'hui qui est mon super-héros. Enfin, I don't know. Je pense que Spider-Man, c'est pas mal, tu vois. Parce qu'il a un côté... dans Spider-Verse, là, le dessin animé qu'ils ont fait il y a pas longtemps, qui est hyper putain de bien, d'ailleurs, je crois que c'est là-dedans qui dit n'importe qui peut porter le masque, tu vois. Et là, aujourd'hui, je trouve ça cool. Quand j'ai vu le film, j'ai fait... C'est une morale cool, tu vois. Bon, c'est un peu... Enfin, c'est une morale plus pour les gamins. Enfin, c'est basique comme niveau de morale. Oui, n'importe qui peut porter le masque, n'importe qui peut être un héros. Bon, mais n'empêche, je trouve ça cool que les gamins voient ce genre de truc aujourd'hui, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui a basculé de ce Laurent, plutôt timide, plutôt introverti, plutôt la tête dans les bouquins, à la création d'une entreprise, etc., où tu te mets en avant, où tu fais de la vidéo. Aujourd'hui, tu fais des centaines de milliers de vues. Les femmes t'envoient du courrier parfumé avec des propositions. Les gens n'envoient plus de lettres aujourd'hui, Enzo, tu sais très bien. Attends, on a perdu l'électricité. Ah, c'est bon. Les gens n'envoient plus de lettres. Oui, mais pour toi, exceptionnellement, ils le font, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a basculé alors? Qu'est-ce qui s'est passé?
Plein de choses. Donc déjà, il y a, entre fin de lycée et maintenant, il y a quand même 15 ans. Donc 15 ans, c'est bon. Oui, alors que maintenant, c'est sûr. Mais je veux dire, le lancement, du coup, le déclic de commencer à partir à un projet, qu'est-ce qui s'est passé à l'université? Qu'est-ce qui a fait la diff? En fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu sors du lycée, t'es pas très populaire, t'as envie de devenir plus populaire et t'as envie de choper des meufs. On va pas se mentir, tu vois. Enfin, il y a un moment, c'est quand même la motive à cet âge-là. Et du coup, les gens, je pense, ont plusieurs réactions par rapport à ça. T'en as ceux qui vont peut-être se renfermer dans le truc et juste être malheureux de ça, tu vois. Et il y en a qui vont, à un moment, faire l'effort de sortir de leur coquille et de faire des choses pour juste devenir quelqu'un qui est un peu attirant. Et attirant, je peux mettre plein de choses dedans. Ça veut aussi juste dire sociable, un peu marrant, qui a des trucs à raconter, tu vois. Enfin, voilà, c'est juste devenir une personne qui est intéressante, en fait, quoi. T'as travaillé sur toi, genre tu t'es forcé à prendre des jokes, à avoir de la conversation autre que des bouquins de fiction? Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai tapé, je sais pas, probablement j'ai dû taper séduction ou comment draguer une meuf dans Google, un truc comme ça, tu vois. Enfin, je suis tombé sur la communauté de la séduction qui était forte à l'époque, pour ceux qui connaissent. Je sais pas trop où ça en est aujourd'hui d'ailleurs. Je crois que ça a un peu perdu. C'était toute la philosophie des dragueurs de rue, etc., de la communauté. Il y a le fameux bouquin The Game Voilà. que beaucoup ont lu, qui décrivait ces espèces d'Américains tarés qui draguaient des mannequins en boîte avec des chapeaux à plumes, mais je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu bon. Quand toi t'es très timide, tu as l'impression que c'est une fiction, tu vois, mais quand on dit que c'est pas une fiction, tu dis quand même, ok, il y a des mecs qui ont compris un truc que moi j'ai pas compris. Bon, même si en vrai, Mystery et compagnie, j'ai toujours trouvé ça un peu de la merde. Enfin, c'était très à l'américaine, c'était très ciblé sur un mode de vie particulier qui m'a jamais trop parlé, tu vois. Les gens y passaient un peu. Mais il y avait des tips qui étaient intéressants, il y avait une philosophie qui pouvait t'inspirer, quoi. Ah oui, tu peux pas te dire. Tu peux rejeter ça en bloc en disant j'aime pas ce style de vie et du coup je rejette tout en bloc, ou alors tu peux dire j'aime pas le style de vie, mais est-ce que le mec il a pas quand même 2-3 trucs intéressants à dire? Et en fait, est-ce qu'il a pas compris un truc que j'ai pas compris, quoi? C'est ça, tu vois. Et en fait, après ça s'est surtout fait, je pense, avec d'autres gens, tu vois. Enfin, ça s'est plus fait. J'ai créé pas mal d'amitié avec ça, avec d'autres mecs qui finalement étaient un peu dans la même situation, tu vois. Et j'ai lu des gens qui disaient des trucs beaucoup plus intelligents que ce que dit Mystery. D'ailleurs, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, on se posait la question avec un pote, qu'est-ce qui est devenu Mystery? En fait, il a encore son compte Instagram. Il s'est fait virer de sa propre boîte, je crois. Et il a encore son compte Instagram, et c'est un peu genre, tu vois, par rapport à la notoriété qu'il avait à l'époque, c'est pas ouf. Et il est encore au même point. Enfin, tu vois, il a 45 ou 50 balais, il donne encore plus ou moins les mêmes conseils qu'à l'époque. C'est un peu triste, presque. Okay. Sans lui retirer quand même le crédit qu'il a créé au passage. Il a mal vieilli, quoi. Ouais, il a mal vieilli, quoi. Il y a des gens qui ont écrit des trucs mieux. D'ailleurs, il y a Models de Mark Manson qui maintenant est beaucoup plus mainstream que ça, mais qui a plus ou moins commencé dans les trucs de séduction. Et Models de Mark Manson, c'est sans doute je sais pas, le meilleur bouquin qui a été écrit sur ce sujet pour moi. Parce que en fait, ça te permet de devenir quelqu'un d'un peu intéressant et attirant sans te transformer en connard, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc finalement, tu tombes dans le développement personnel à partir de là. Forcément, parce qu'en fait, c'est hyper lié. Parce que tu peux avoir toutes les espèces de techniques un peu à la con du monde, que tu disais apprendre par cœur des blagues. Je pense pas que j'ai déjà appris par cœur des blagues, mais j'ai dû apprendre par cœur des trucs genre, je sais pas. Est-ce que tu as déjà répété une blague devant ton miroir? Non, je pense pas. Non. Dans ma tête, peut-être, possible. C'est possible. Je peux pas dire à 100% non, tu vois. Mais en fait, c'est un peu le truc, c'est que quand tu pars d'hyper loin et que tu es hyper timide, tu vois, en fait, devenir quelqu'un qui est juste intéressant et qui n'a pas spécialement besoin de commencer à apprendre des trucs par cœur, c'est hyper loin. Donc, tu es obligé un peu d'avoir des astuces pour te démerder en attendant et être un semblant de mec pas complètement repoussant, quoi. Et du coup, tu apprends un peu des trucs par cœur et tout. Bon, c'est mettre des pansements sur une plaie ouverte, mais faut bien commencer quelque part, tu vois. Il n'y a pas de regret non plus à avoir fait des trucs qui aujourd'hui sont un peu marrants. Si tu fais, ouais, bon, c'est quand même un peu. Et à ce moment-là, tu conscientises ça? Comment est-ce que toi, tu te vois? Quelle est l'appréciation de toi-même? Est-ce que tu es là un peu à te fouetter en disant putain, je suis une merde et il faut que j'apprenne à faire ça, machin? Pourquoi t'es pas comme lui? Ou est-ce que tu es plutôt en mode it's the road, quoi, c'est cool et... Non, tu conscientises. Parce que si tu conscientises pas, tu peux pas faire l'effort que ça demande. Parce que en vrai, parce que comme tu disais, en fait, c'est surtout du dev perso.
au final. Hmm. On maquillait ça en séduction, mais en vrai, c'est du dev perso. Enfin, franchement, 95%. Oui, c'est juste que la finalité, c'est de choper, quoi. Voilà, c'est qu'on avait ça. En fait, c'est ce qui nous motivait. C'était le drive du truc, mais en réalité, la majorité du process, c'était pas trop ça, quoi. Et en fait, oui, en fait, t'es obligé de conscientiser ça pour avoir la motive. Parce que si tu te dis, ouais, c'est juste comme ça, jamais tu vas te motiver à faire les efforts immenses que tu dois faire pour juste devenir quelqu'un qui a des trucs à dire, qui est quand même un minimum sociable. Enfin, je suis toujours introverti aujourd'hui, mais je peux parler aux gens, tu vois. À l'époque, je pouvais pas demander l'heure à quelqu'un dans la rue, tu vois. Donc, il y a quand même un gap, tu vois, et tu dois faire des gros efforts pour faire ça, en fait. Enfin, c'est difficile, honnêtement. Et tu peux pas faire ces efforts-là si t'as pas une souffrance à la base qui te pousse à le faire. Enfin, tu vois. Et du coup, je pense qu'en fait, paradoxalement, ceux qui sont beaucoup dépassés là-dessus, c'est ceux qui sont partis du plus loin. Parce que la souffrance est la plus grande, tu vois. Je pense que quelqu'un qui arrive et qui, je sais pas, il chope déjà un petit peu. Enfin, tu vois, c'est juste un mec un peu normal qui, de temps en temps, ça marche un peu par coup de chance. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder à faire des efforts si de temps en temps ça marche par coup de chance, tu vois. Ouais, il y a moins la motive, quoi. Tu penses qu'il y a moins le feu sacré. Je pense, mais tu vois, même pour avoir monté mon business, comme je suis sorti d'études et que je m'étais rendu compte qu'il fallait absolument pas que je sois salarié, c'était pas possible pour moi. Il y avait une telle volonté d'éviter ce scénario un peu catastrophe, entre guillemets, que ça m'a mis la motive pour bosser sur le truc. Et enfin, tu vois, j'avais une capacité de travail à l'époque qui est nettement plus importante qu'aujourd'hui. Je pense pas qu'aujourd'hui, je pourrais encore bosser 50 ou 60 heures par semaine sur un projet comme j'ai pu le faire avant de lancer mon premier produit. Tu vois. Enfin, parce que j'ai plus autant le... Enfin, si, je pourrais si je me retrouvais à devoir prendre un taf, tu vois. Là, si tu te retrouves dans un scénario catastrophe. Et en fait, je pense que quand même, le fait de vouloir absolument éviter quelque chose qui est très douloureux pour toi d'une manière ou d'une autre, forcément, ça te donne une motivation qui est autre, quoi. Ça te donne la force de repousser des montagnes. Ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu découvres le dev perso à travers, du coup, The Game, etc. pour choper des nanas. Du coup, j'imagine que tu développes une certaine perspective différente, peut-être de la vie, de toi-même, de ce que tu veux faire ou ne pas faire. Tu viens de nous dire qu'il était impossible pour toi de prendre un job. Raconte-nous un petit peu ça. Du coup, tu restes quand même un bon élève, tu fais des études en... Donc, toute cette période-là, c'est entre... Donc, en gros, c'est la fac, plus ou moins. Enfin, tu vois, en gros, je suis entré à la fac en 2005. Je suis sorti en 2011. Et en fait, pour moi, en plus... Enfin, moi, je vais dire, d'ailleurs, la recherche a trouvé il n'y a pas longtemps que très probablement, on devrait définir l'adolescence comme se finissant à 25 ans, tu vois. Et en fait, ton cerveau continue de se développer d'une manière similaire à l'adolescence jusqu'à 25 ans. Donc, en fait, c'est hyper logique. Tout le monde qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie à 18 ans, etc., bah oui, mais t'es encore ado. Enfin, tu vois. Avec tout le... Moi, quand j'étais cet âge-là, ça m'énervait quand les plus vieux disaient ouais, t'es qu'un gamin, etc. Enfin, c'est pas ça le propos. C'est juste que t'es pas dans une phase de ta vie où pour moi, tu sais encore complètement quitter, etc. C'est normal, en fait, de chercher encore. Donc, tu faisais partie des gens qui se posaient beaucoup de questions sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et puis qui n'avaient pas vraiment de réponse, c'est ça? En fait, ça a contribué à ça au fur et à mesure. Tu vois, quand je suis rentré à la fac, j'étais pas encore trop dans ce questionnement. Et au fur et à mesure que je me suis rendu compte de... tu sais, quand t'es pas trop adapté socialement, etc., machin, tu commences à poser des questions avec tout ce qu'on a dit avant sur le dev perso. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Donc, est-ce que à la fac, j'étais plus tellement un bon élève, notamment parce qu'en fait, j'étais, tu sais, c'est bon, t'es en fin d'ado, t'es quand même plus rebelle qu'avant, et tu t'affirmes plus, enfin, tes opinions sont plus affirmées. Et j'avais beaucoup de mal avec les cours qui étaient très par cœur, très théoriques. C'était pas, j'étais dans un domaine qui me plaisait, mais franchement, la grosse majorité des cours, au moins 80%, étaient des trucs qui m'emmerdaient copieusement parce que soit les profs pas intéressants, soit la matière en l'occurrence m'intéressait pas, mais il fallait la faire parce que c'était dans le cursus. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que ça m'intéressait pas de ouf. Ce qui du coup m'a laissé le temps pour être un peu plus sociable et faire d'autres choses de ma vie, notamment me développer personnellement. C'est rigolo quand on le dit comme ça. Et du coup, on ne conscientise pas comme ça, par contre. Du coup, à l'époque, tu te dis pas, je suis dans le développement personnel. Non, je veux pécho des nanas. Et donc, du coup, voilà quoi. Je te dis, enfin, au bout d'un moment, tu te rends compte en fait. Mais au début, tu te rends pas compte. Et donc, en fait, arrive à peu près la fin d'études où je fais des stages, tu vois. Et les stages, c'est quand même, notamment le stage de fin d'études, en fait, c'est comme si tu étais salarié. Enfin, concrètement, tu es à temps plein. Enfin,
tu fais à peu près le même taf. Bon, tu es soutenu évidemment par ton maître de stage, etc. Mais c'est très similaire à ce que tu auras comme condition de vie en tant que salarié. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, tout mon projet de vie jusqu'à présent, ça allait pas marcher du tout, quoi, tu vois. Et fort heureusement, j'avais démarré le blog un peu avant. Alors justement, qu'est-ce qui marche pas dans ce projet de vie? Parce que, bon, bac+5, etc., t'es parti pour gagner quoi? Plus ou moins 2000 euros par mois? Ouais, bon, c'était l'environnement, tu vois. Donc l'environnement, c'est mal payé. Parce que bah, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Donc, en gros, hein, je veux dire, ils sont franchement mal payés par rapport aux compétences, quoi. Donc, oui, tu peux espérer te payer 2000 euros après quelques années, quoi. Bac+5, gagner Ouais, 2000 euros par mois dans le nord de la France. Bon, t'es à coq en pâte, non? Pratiquement la fierté de la famille. Bah, après, c'était, tu vois, moi, à cette époque-là, franchement, je me dis, de toute façon, tu fais pas un truc dans l'environnement pour gagner de l'argent, quoi. Enfin, fais autre chose. C'est vraiment pas le but. Donc, tu vois, moi, c'était pas tellement le problème d'avoir un bac+5 et de gagner que 2000 balles qui m'emmerdait. Parce qu'au final, 2000 balles, c'est pas une cata, quoi. C'était qu'en stage, je me suis rendu compte que moi, bosser temps plein, me lever le matin et tout, pendant 40 ans, c'est pas possible, quoi, tu vois. Mais vraiment, tu vois, ça fait rigoler tout le monde quand je dis ça. Mais attends, moi j'ai changé de métier parce que je voulais pas me lever le matin, mais presque. Franchement, tu sais, quand il y a 30% de la population, c'est des oiseaux de nuit, tu vois. C'est-à-dire que, genre, littéralement, génétiquement, on n'est pas programmé pour se lever à putain de 6h30 du matin. Okay. Quand tu y penses, c'est normal, en fait. Parce que tu imagines les hommes préhistoriques qui vivaient en groupe de quelques dizaines de personnes, c'est plutôt cool s'il y en a qui restent un peu debout la nuit quand même. Parce que, genre, des trucs qui vont te bouffer. Enfin, tu vois, si tout le monde dort en même temps. Tu faisais partie des 30% qui étaient de garde la nuit, quoi, c'est ce que tu me dis? Je pense, moi, ça me paraît. Sinon, pourquoi génétiquement on aurait des heures de lever différents? Enfin, tu vois, bon, je sais pas, ça me paraît logique en tout cas. Tu vois, c'est mon hypothèse. C'est une petite hypothèse à moi sur les gens qui se couchent tard. Mais tu vois, voilà, même j'étais en stage, je devais me lever hyper tôt le matin et tout. Et en fait, j'arrivais pas à me coucher avant minuit parce que j'arrivais pas à dormir avant ça, tu vois. Donc j'étais en retard de sommeil et tout. Au bout de 6 mois, j'étais épuisé. Ouais, tu vois, et le stage n'était pas. Si jamais mes collègues de l'époque me regardent, c'était pas du tout. C'était intéressant, l'équipe était cool, j'ai pas eu d'espèce de pression de hiérarchie dégueulasse. Tu sais, c'est l'environnement, c'est cool, c'est les structures, c'est des assos et tout. T'as pas un N+14, tu vois, t'as pas les décisions de la direction débile, t'as pas un manager à la con, tu vois, donc c'était même pas ça. C'était juste que c'était pas fait pour moi, quoi. Et peut-être que je m'y serais résolu si j'avais pas eu de porte de sortie. Je sais rien, c'est difficile à dire. Dans un univers parallèle, il y a peut-être Laurent Breya qui est dans l'environnement, tu vois. Mais là, comme j'avais le blog qui avait déjà commencé avant et qui marchait pas mal. Donc, tu avais commencé à écrire en parallèle des études pour partager, coup. Comment ça a démarré, ça, du coup, le blog? Donc, ça a démarré parce que je connaissais Olivier Roland depuis 2007, tu vois. Sur Internet? Non, en vrai. Alors 2007, il n'avait pas de. Enfin, si, il devait avoir un site web ou quoi, mais il n'avait pas des livres pour changer de vie, Olivier. Donc, il se lançait, quoi, tout doucement. Il n'était pas connu, en fait, en 2007 sur Internet. Il était connu surtout en 2009. 2010. 2009-2010. Et ouais, je connaissais depuis des années. Puis lui, il avait lancé des livres pour changer de vie. Il avait fait un premier lancement qui avait fait 14 000 € à l'époque, avec une formation qui était pour les entrepreneurs, tu vois. Parce que lui, il était quand même entrepreneur depuis 10 ans, quasiment. Et donc, lui, il était hyper content. T'imagines, il a fait un blog, il a fait 14 000 € avec. Il était hyper enthousiaste, comme il est toujours aujourd'hui sur le blogging. Hein. Et du coup, il en parlait un peu à tout le monde autour, tu vois. Et donc, je sais pas, un jour, autour d'une bière, j'en sais rien, je me souviens plus exactement du contexte, mais il me dit hey, pourquoi tu fais pas un blog? Je fais je sais pas, qu'est-ce que je peux raconter dessus? Il fait t'as pas une passion? Je fais je commence la photo. Il fait vas-y, fais sur la photo. Et j'ai dit ouais, mais j'ai rien à dire. Et il fait t'as qu'à partager tes progrès en tant que débutant. Je fais ok. Enfin, tu sais, j'ai pas eu trop d'objections. Je me suis dit ouais, tu sais quoi, pourquoi pas. Et en fait, je pense, tu sais, j'étais étudiant, j'étais dans ma chambre d'étudiant quand même. Voilà, j'avais des amis, mais je reste quand même un introverti, tu vois, donc je passais pas mon temps en soirée et tout. Et puis écrire, du coup, comme tu lisais beaucoup, etc., écrire devait pas non plus te poser particulièrement de problème. Tout à fait, ouais. Donc j'avais du temps libre, et c'est un peu un projet à soi, tu vois. En plus, ça me reconnectait au web, où, tu sais, quand j'étais ado, j'ai eu mon premier ordinateur, je sais pas, genre 11 ans, un truc comme ça.
Et c'était un espace de liberté pour moi parce que tu sais, l'informatique et en particulier Internet, tout de suite c'est une porte sur tout le reste du monde, quoi, tu vois. Y compris quand tu es dans ta chambre et que tu es timide et que tu vois, t'es pas obligé de devoir affronter les gens en vrai pour autant avoir de l'interaction ou pour avoir de la connaissance ou pour avoir de n'importe quoi. Donc, et je crois que c'était quand j'avais 13 ou 14 ans, j'avais codé un site web à la main à l'époque, tu sais, avec le site du zéro, qui existe encore, Open Classrooms maintenant, qui est un moins bon nom d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont changé, le site du zéro c'est très bien. Mais j'avais appris à l'époque avec les premiers cours de site du zéro qui avec Totor ouais, qui enseignait HTML, CSS et PHP à l'époque. Et du coup, là en plus, donc ça me reliait à mes connaissances un peu sur le web, tu vois, que j'avais un peu laissé de côté. Ça me permettait d'écrire des trucs, ce qui était toujours agréable. Je me suis dit, ouais, on va essayer, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la base, je me suis dit, on va essayer. Mais quand Olivier me disait, ouais, on peut gagner de l'argent avec un blog, je le croyais à peine. Enfin, je croyais bien que lui, il avait gagné ses 14 000, tu vois. Mais il y a une différence entre croire que lui l'a fait et croire que toi, tu peux le faire, tu vois. Et moi, j'y croyais pas vraiment pour moi. Enfin, en fait, ça me traversait même pas l'esprit. Pour moi, je me dis, ouais, ben, je vais finir mes études, je vais trouver un boulot. Enfin, ça me traversait pas tellement l'esprit, quoi. Et du coup, un an après, quand le blog marchait bien, que j'étais en train de me dire, ouais, faudrait peut-être pas que je fasse ça de ma vie, c'était plutôt cool d'avoir cette porte de sortie-là. Et j'ai décidé, du coup, je me suis dit, moi, je vais finir mes études quand même. J'avais quasiment le diplôme, hein. Je n'avais pas arrêté au mieux, c'était quand même un peu con. Comme ça, au moins, j'avais mon filet de sécurité. Et je me suis dit, je vais prendre un an pour essayer de vivre du blog et voyager. Et au pire, si ça ne marche pas, ben, j'aurais voyagé. Je prendrai un taf l'année prochaine. Donc, c'est bien tombé, parce que c'est quand même tombé une petite césure. Ouais, j'ai pas pris de risque, tu vois, au final. Quel était mon risque? Je veux dire, si ça marchait pas, bah, je trouvais un taf un an après. Ça se justifiait, tu vois. Sous l'environnement, ils sont cool. Enfin, je veux dire, c'est pas des gros trucs corporate qui vont dire oui, monsieur, vous n'avez pas travaillé pendant un an, vous êtes en dehors des réalités du marché, tu vas s'en battre les couilles. Ta mère, à ce moment-là, elle dit quoi? Elle pense quoi de tout ça? Alors, elle te je ne conseille? plus chez ma mère depuis un moment. Donc, très franchement, à ce moment-là, je m'en fous un peu de son avis. Cela dit, elle m'a pas non plus. Je pense qu'elle avait un peu peur que ça se passe mal pour moi, tu vois. Mais en lui en parlant, elle n'a pas été trop chiante avec ça non plus, quoi, tu vois. Tes influences à l'époque, c'est qui, quoi, du coup? Mes influences, c'est-à-dire? Les gens qui sont capables d'influencer justement ta décision, en bien ou en mal. Mis à part Olivier, genre, est-ce que tu es très proche, par exemple, d'Olivier et du coup, ce retour sur expérience va être un vrai moteur pour toi ou... Oui, ça faisait partie de mes amis proches à l'époque. Bah, en fait, mes amis proches à l'époque, tu sais, ils étaient tous un peu le même profil qu'Olivier, finalement, tu vois. Pas forcément tous entrepreneurs, mais au moins tous dans des persos, dans une certaine vision voilà, on essaye d'avancer dans le monde, tu vois. Okay. Et du coup, non, l'environnement était plutôt supportif par rapport à ça. Propice, quoi. Ouais. J'ai pas eu d'amis qui m'a dit t'es fou, tu vois. Je pense qu'il y a eu des petits doutes potentiellement. Enfin, c'est plus des gens qui étaient. Enfin, c'est normal d'être un petit peu inquiet pour un ami qui fait un truc un chouïa fou. Enfin, tu vois, minimum tu cherches à vérifier qu'il fait pas complètement n'importe quoi. Mais j'ai eu personne qui m'a dit de pas le faire, tu vois. Donc c'était plutôt. À l'époque, c'est quoi tes peurs du coup? Comment est-ce que tu arrives à te valider de prendre la décision de lancer le truc pendant un an de façon un peu sérieuse? Alors, déjà, j'arrive à me valider parce que le blog a quand même déjà un certain succès, tu vois. Donc, du trafic, mais pas de vente, si. Non, pas de vente. J'avais de l'affiliation Amazon qui commençait à faire un peu d'argent quand même, tu vois. Et donc, en fait, je me disais, après, donc, ça faisait quelques années que je vivais quand même donc, en chambre d'étudiant avec la bourse Échelon 6. Donc, c'était 400 et des euros par mois, tu vois. Donc, pas beaucoup d'argent. Donc, on va dire que je savais vivre pauvrement. Donc, ça te met la barre moins haut sur le niveau de revenu. Ouais, t'as pas peur, quoi, de donc, manquer. Enfin, tu vois, je pouvais toujours retourner chez ma mère, même si je m'entendais pas du tout avec ma mère. Et du coup, c'était vraiment pas souhaitable pour moi, mais je savais bien que je n'allais pas dormir dehors, tu vois. Donc, mon risque était quand même de dire, je risquais que ça marche pas. Mais si je le faisais pas, je risquais de devoir prendre un taf, ce qui n'était pas du tout une option qui me plaisait, tu vois. Donc au final, j'arrive à me convaincre parce que il y a des bonnes chances que ça marche, vu que il y avait quand même des chiffres, tu vois, il y avait déjà un blog avec déjà du trafic. Voilà, enfin, je voyais bien que les chiffres d'Olivier qu'il avait fait avec un trafic similaire étaient quand même suffisants pour moi pour vivre quelques mois s'il lançait un produit. Enfin, tu vois, j'avais pas trop de doutes sur le fait que c'était possible. Ça m'étonnerait quand même que je gagne pas du tout d'argent, quoi. Ça m'étonnerait beaucoup. Après, et je me disais que dans tous les cas, même si je gagnais que dalle,
j'avais quand même j'avais des parachutes, tu vois. J'étais pas non plus complètement, je suis pas non plus complètement large. Donc, je suis rentré chez ma mère juste après mes études parce que ma bourse s'arrêtait, forcément. J'avais fini mes études. Donc là, par contre, j'avais 0 € de revenus par mois. Donc là, je suis rentré chez ma mère pendant 3 mois, octobre, novembre, décembre 2011, pour sortir mon e-book. Et là, mon e-book a fait 8000. Donc, quand mon e-book a fait 8000, j'ai fait hey, je me casse en Inde. Je me suis cassé en Inde 2 mois et demi. Un, pour voyager, parce que ça faisait partie de mes projets. Notamment, j'avais vu, il y avait Raj aussi, que je connaissais à l'époque, Raj d'Autodisciple. On était à Lille aussi, bon, on se connaissait tous. C'est vieux. Il y a des photos de 2010 avec Raj, c'est marrant. C'est quand même aujourd'hui des personnalités qui ont tous une certaine popularité, qui ont tous réussi à créer un peu leur trou finalement, chacun dans leur... Ouais. Tu sais, je pense que ça crée... Quand tu t'affrontes à ce point-là à toi-même, au regard des autres, etc., ça veut dire... Je pense qu'il y a deux côtés. Ça veut dire que déjà, tu as quand même un peu la personnalité pour le faire. Et aussi, ça la forge. C'est-à-dire que t'as quand même des cartes au départ. Je pense pas que tout le monde soit forcément capable, mais il y a aussi les souffrances au début, comme je disais. Tu sais, si t'as pas une assez grosse souffrance, tu vas pas te motiver assez non plus. Donc il y a aussi ça. En tout cas, bon, il y a un truc de départ qui est là. Et après, le fait de rentrer dans ce process, ça crée aussi des choses chez toi qui, je pense, sont des avantages pour monter un business, en particulier sur le web. Alors, en particulier, je sais pas, mais en tout cas, monter un business. Donc, oui, ça me paraît pas étonnant qu'il y en ait beaucoup qui, maintenant, soient un peu visibles. On réussi à faire quelque chose. Ouais. Est-ce que tu te vois comme un entrepreneur à l'époque ou pas? Est-ce que tu te vois juste comme un blogueur qui va vendre des produits? À l'époque, non, je me vois pas comme entrepreneur du tout. Mais en fait, je me vois pas comme entrepreneur parce que j'en étais pas un. Franchement, j'y connaissais rien en entrepreneuriat en soi, tu vois. J'avais écrit mes trucs sur la photo. Il y avait des gens qui les lisaient, qui aimaient bien. Et quand je leur ai proposé de payer pour lire un truc plus long, ils ont payé pour lire un truc plus long. Vraiment, c'était dans ma tête, je me définissais pas comme ça. Après, quand j'ai lancé ma formation et que là, j'ai craqué le seuil de l'auto-entrepreneur, qui était 2 fois inférieur à l'époque, j'ai craqué ça en 1 semaine. J'ai dû monter une société, donc prendre un comptable et tout. C'était un autre délire, tu vois. Et ça, en vrai, j'ai appris sur le tas. J'ai appelé Olivier, j'ai dit, j'ai pas appelé, qui appelle des gens, même en 2010, mais j'ai envoyé un message à Olivier, je fais, c'est qui ton comptable? Et j'ai pris le même comptable qu'Olivier, parce que c'est encore mon comptable aujourd'hui d'ailleurs. C'était plus facile, quoi. Parce que, voilà, tu vois, et je savais pas trop comment ça marchait. Franchement, je pense que j'ai mis à peu près 3 ans à comprendre comment tu étais taxé en société. Parce qu'au début, je comprenais pas vraiment le truc. Je dis, non, mais attends, donc d'abord, tu es taxé là, et ensuite, donc, tu vois, il y a plusieurs couches et tout, c'est compliqué. Ah, t'es encore taxé là, et puis encore taxé là. En fait, il reste plus rien. Bah oui, bienvenue. Ouais, c'est-à-dire que quand tu comprends que tu es taxé 3-4 fois, tu te dis, mais vraiment, parce que, en fait, et, du coup, tu comprends les gens qui racontent des trucs sur l'entreprise sans en avoir, ils n'ont pas vu les couches de. D'ailleurs, c'est même pas un discours pour dire est-ce que tu es trop taxé ou pas, c'est juste qu'il y a une certaine complexité dans l'imposition. Dans le truc. Et du coup, pour moi, être entrepreneur, ça fait. C'est pas que ça, évidemment, mais comprendre comment ça marche, comment gérer une société, tant au niveau de comment elle fonctionne financièrement, administrativement, etc., mais aussi en termes d'équipe, etc. J'étais pas du tout entrepreneur à l'époque. Je me posais même pas la question, en fait. Juste, il faut que je gagne de l'argent, en fait. C'est ça. Et après, je me suis rendu compte des obligations que tu avais quand tu gagnais de l'argent. Après avoir fait tout ça, tu dirais que c'est quoi ton super pouvoir à toi? Mon super pouvoir, très intéressant. Ok. Je sais faire du contenu pédagogique, donc suffisamment simplifié pour que les gens comprennent. En fait, je sais prendre une connaissance que j'ai acquise d'une manière ou d'une autre et la simplifier pour les gens de manière à ce qu'ils puissent l'appliquer véritablement. Tu vois. Je pense que ça, c'est ce qui a sans doute contribué le plus parce que tu vois, le contenu sur la photo, j'ai commencé assez tôt, donc j'étais quand même parmi les premiers à faire du contenu là-dessus, mais il y a eu de la concurrence avec le temps, et ce qui fait que ça continue à marcher, c'est quand même que les gens kiffent le contenu, quoi, tu vois, parce que sinon, s'il y avait tu vois, du contenu que les gens préfèrent, ils iraient juste ailleurs, quoi. Donc il y a ça. Je pense que c'est ça qui a déjà contribué à l'envolée du blog au départ, parce qu'il a quand même démarré plutôt fort. À mon avis, c'est surtout ça.
Après, j'ai un esprit assez structuré, donc ça aide, tu vois. Une certaine forme de méthode, etc. Ce qui fait que quand je vais structurer une formation, etc., ça m'a jamais paru non plus extrêmement complexe. Je me suis dit, bon, c'est juste, c'est un problème compliqué, il faut juste les découper en petits bouts et les prendre en main. Tu vois, ça m'a pas semblé insurmontable, tu vois. Ton esprit marchait bien pour faire ce genre de choses. Ouais. Ouais, je pense que c'est surtout ça, tu vois. Parce qu'au final, il y a plein de trucs sur lesquels je n'étais pas spécialement bon à la base, tu vois. Je n'étais pas spécialement bon sur le fait de vendre, je n'étais pas spécialement bon sur... tu vois. Mais après, je pense que... Ouais, je sais pas, si on devait dire un deuxième super pouvoir, ça fait hyper prétentieux de dire, ouais, je pense que j'ai plusieurs super pouvoirs. Mais tu vois, je pense savoir qu'il y a des trucs où je n'étais pas hyper bon et qu'il fallait juste appliquer ce que les gens qui savent raconter, quoi. Je savais que le marketing, ils ne connaissaient rien. J'ai fait, bon, on va prendre le marketing qui fonctionne et on va faire exactement ça. Parce que je savais que de toute façon, je n'étais pas hyper bon. Donc, il n'y avait pas de raison de... tu vois, aujourd'hui, j'ai acquis suffisamment de connaissances pour commencer à faire un petit peu ma petite tambouille, tu vois. Même là, même encore aujourd'hui, je suis encore quand même... je demande des avis, etc. avant parce que je sais que ce n'est pas non plus ma compétence première. Je suis devenu correct, tu vois, mais je ne suis pas un très bon marketeur. Donc, il y avait aussi avoir conscience de quand tu ne sais pas, tu vois, et que des fois, il faut juste écouter les gens qui savent, en fait. Parce qu'ils l'ont fait avant toi, tu sais pas mieux qu'eux. Très probablement pas. Et c'est quoi ta bizarrerie qui t'a permis de réussir? La bizarrerie qui m'a permis de réussir. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde essaye d'être parfait. On est dans un monde où tu mets des photos Instagram plus retouchées les unes que les autres. Où on vit dans un monde où les gens nous vendent leur soupe, qu'ils ont tous une vie magnifique. Des femmes, des maris, des enfants. Ils vivent sur un yacht, ils portent des vêtements. Tu as l'impression qu'ils ont été designés pour eux, parfaits à la forme de leur corps retouchés sur Photoshop. Alors que on est aussi dans un monde qui de plus en plus, en tout cas moi c'est le monde que je vois et c'est le monde que je pousse, de l'authenticité, une certaine forme de réalité. T'es quand même dans un monde où les mecs qui étaient des losers hier sont devenus les hommes les plus riches aujourd'hui, où un Laurent Breillat qui était au fond de la classe, un peu le reclus, devient un mec fashion, devient un mec plutôt beau gosse, charismatique, attirant, et ta timidité devient finalement ton côté un peu, comment on appelle ça? Ton côté un peu pratiquement sauvage, tu sais, Ouais. ou Bon, discret, alors, quoi. je me considérais plus forcément complètement comme timide Oui, c'est aujourd'hui. sûr Parce que qu'aujourd'hui, il y a une marge. mais Mais tu typiquement, tu prends un Jeff Bezos, tu vois, reprends les toujours photos de Jeff introverti. Bezos, il y a un pige. Ouais, Le ouais. mec a déjà plus de cheveux, il est Léa Soué, il veut vendre des bouquins. 20 ans plus Regarde, tard, lunettes de badass, crâne rasé. Oh, je vais conquérir le monde, quoi, tu regarde, vois. Elon Musk au début de PayPal et tout, il avait une espèce de les cheveux un peu longs devant, mais le début de calvitie là, Ouais, il s'était acheté une complètement. grosse bagnole et il avait un costume trop grand. Enfin, c'était marrant, ouais. Euh, Ouais, du coup, donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Ma bizarrerie. En fait, je pense que je vais pas exactement répondre à ta question, mais presque. Je pense que tu vois, il y a toujours deux faces à la même pièce. C'est qu'au final, tu vois, oui, j'étais timide quand j'étais gamin, mais en même temps, l'introversion, ça a aussi des avantages qui font que, tu vois, enfin, je sais pas quels sont les avantages exactement, tu vois, mais peut-être que tu vas plus facilement pouvoir rester chez toi une semaine à bosser comme un malade sans sortir parce que tu t'en fous de voir des gens en fait. Peut-être que ça m'a appris à moins tenir compte du regard des autres parce que de toute façon j'ai tellement eu un regard des autres négatif pendant plein de moments qu'au final aujourd'hui les haters sur internet peut-être qu'ils me touchent moins, je sais pas. Enfin, ils touchent quand même. C'est tous les gens qui disent que les haters les touchent pas. Enfin, vraiment, j'espère qu'ils mentent parce que si les haters les touchent pas du tout, c'est peut-être bizarre quand même, tu vois. Je pense, tu vois, genre émotionnellement, il y a un mec qui t'insulte quand même. Enfin, moi, je sais pas, je trouve que toujours. Alors, dans les mecs qui insultent, limite, ça me fait rire maintenant parce que je dis, mais tous les gens qui vont chercher les trucs, tu vois. Mais en même temps, je pense que, tu vois, ça m'a. Je sais pas si ma bizarrerie qui m'a servi, c'est pas aussi le fait d'affirmer des trucs. En fait, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui pensent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Suis-je un connard élitiste Super. Parce qu'il y a déjà des gens je pense pas que quelqu'un ait dit que j'étais un connard élitiste, mais il y a des gens qui ont dit que j'étais un connard, des gens qui ont dit que j'étais élitiste, et j'ai expliqué pourquoi c'était pas le cas dedans. Mais en fait, des fois, moi, j'ai un côté très. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'assez rationnel et tout. Ce qui veut pas dire que tu es déconnecté de tes émotions, mais j'ai quand même un esprit qui réfléchit un peu comme ça. Et du coup, quand je dis un truc, en général, j'ai réfléchi avant. Et y compris les trucs que j'affirme qui vont peut-être un petit peu à l'encontre de ce qui peut être dit traditionnellement. Et du coup, forcément, tu as des gens qui sont pas d'accord. Et le truc, c'est que la plupart des gens, quand ils vont dire qu'ils sont pas d'accord, la plupart n'ont pas d'argument. Juste parce que, en fait, ça veut pas dire qu'ils sont forcément cons. Certains, sans doute, mais c'est juste que
et tu vois, ils ont une opinion sur un truc, et en fait, ils n'ont jamais vraiment creusé pour savoir est-ce que c'est vraiment leur opinion, ou ils ont juste pris de quelque part. Et on a tous ça. Il y a tous des domaines sur lesquels on a des opinions qui ne sont pas vraiment les nôtres. On a juste pompé quelque part. Mais du coup, en fait, quand moi je vois leur truc, c'est très très facile pour moi de démonter leur raisonnement point par point. Parce que toi, tu as déjà préparé tout dans ta besace pratiquement. Quoi. Bah ouais, parce que j'ai déjà réfléchi moi-même à savoir est-ce que c'était vraiment mon opinion, tu vois. Et du coup, tout l'argumentaire est là. Et du coup, le problème, c'est que pour certaines personnes, ça fait un peu prétentieux, ça fait un peu arrogant, ça fait arrogant souvent. Arrogant, c'est souvent le terme qui va ressortir. Alors qu'en fait, c'est juste, mais je t'explique pourquoi ce que tu dis là, c'est faux. Après, peut-être que, tu vois, en fait, c'est possible qu'il y ait des gens qui, juste à un moment, aient un argument, et je me dise, ok, là, d'accord, ça, je peux y réfléchir, et comment, est-ce que mon opinion reste la même après ça? Est-ce qu'elle se modifie un peu? Est-ce que ça modifie complètement? Ça m'est arrivé qu'il y ait des opinions qui se retournent complètement. Bon, en fait, je ne suis plus d'accord avec le moi il y a 3 jours parce que quelqu'un m'a donné un argument qui suffisait. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui réfléchissent assez sur le sujet. Et comme la plupart des gens, ils n'ont pas le temps, pas l'envie, tout le monde ne peut pas réfléchir tout le temps sur tous les sujets, déjà, et en plus, tout le monde n'a pas forcément non plus la personnalité qui a tellement envie de faire ça. Enfin, je peux comprendre, tu vois. Enfin, je ne peux pas comprendre vraiment. Parce que c'est ma personnalité, j'ai toujours réfléchi sur des trucs tout seul parce que ça m'amusait, tu vois. Mais en tout cas, je vois bien que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Donc creuser beaucoup, en tout cas, étudier beaucoup, être très curieux, aller chercher des sujets. Et du coup, ça, c'est un peu bizarre, en fait. Je pense que la plupart des gens trouvent que c'est... D'ailleurs, la plupart de mes amis sont des gens qui pensent un peu comme ça, parce que sinon, en fait, ça matche pas. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Si toi, t'es vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup et que tes amis ne le sont pas, ils vont te regarder un peu comme ça. Enfin, tu vois, c'est bizarre pour les gens, je pense. Et du coup, je pense que ça m'a servi parce que du coup, déjà, du coup, quand je dis un truc, je peux avoir une argumentation qui est assez poussée, etc. Et du coup, je pense que ça rend mon contenu meilleur pour les gens parce que la réflexion est plus poussée que d'autres qui vont rester sur un truc superficiel. Et il y a aussi le fait que du coup, quand j'affirme des choses qui vont à contre-courant, je me sens la confiance de le faire. Parce que derrière, si les gens me disent le contraire, je sais quels sont mes arguments pour répondre à ça. Et évidemment, on sait que, je dis évidemment, peut-être pas tous les gens qui regardent, mais polariser, c'est bien dans nos business. Polariser, c'est qu'il y ait des gens qui nous adorent, des gens qui nous détestent. Et pas trop de gens indifférents au milieu. Et il vaut mieux ça que plein de gens qui disent ouais, bon, il est cool ce gars, mais c'est un autre brin avec des lunettes, tu vois. Exactement. Et voilà. Et justement, quand tu es un brin avec des lunettes, comme tout le monde, c'est bien d'avoir des opinions quand même qui tranchent. Après, il ne faut pas juste avoir des opinions qui tranchent pour avoir des opinions qui tranchent. Sinon, tu finis par faire hold up, tu vois. Et raconter n'importe quoi juste parce que c'est le contraire de ce que les gens c'est pas parce que c'est le contraire que c'est vrai, enfin ça n'a aucun sens, mais juste tu vois, développer sa réflexion et se demander si le truc est vraiment vrai ou pas. Et en fait, il y a plein de fois où le truc est vrai. Enfin, c'est pas, tu vois, les croyances courantes, il y en a plein qui sont vraies. Enfin, tu vois, c'est important pour toi d'avoir raison. Ouais, carrément. Ce qui est pas forcément facile. Enfin, ça crée des choses qui, je pense, effectivement, sont pas sont peut-être un peu relous au quotidien, tu vois, parce que quand tu veux avoir raison, ça te mène à potentiellement t'engueuler avec des gens. Tu vois, c'est un trait de personnalité qui est pas forcément toujours facile à vivre, et en même temps, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, tu vois, ça peut avoir ce côté-là. Il y a des gens qui peuvent te prendre pour arrogant, etc., machin. Et en même temps, ça veut dire que si tu veux toujours avoir raison, mais que tu es en même temps un bon sceptique, c'est-à-dire que tu acceptes quand même d'avoir tort de temps en temps, juste accepter d'avoir tort que quand on t'a donné des arguments qui sont vraiment remettre en question, quoi. Je pense que du coup, en fait, au fur et à mesure du temps, ta vision du monde devient de plus en plus proche de la réalité, et en tout cas de plus en plus, ça a de plus en plus de valeur pour toi, tu vois, parce que moi en photo, par exemple, les trucs que j'ai fini par intégrer avec le temps font que je progresse encore et font que je stagne pas, alors que j'en vois d'autres. Et quand je dis j'en vois d'autres, c'est d'autres youtubeurs ou des trucs comme ça, tu vois, dans mon domaine, qui, finalement, ça fait un peu 10 ans qu'ils font la même chose. Enfin, 10 ans ou 5 ans, mais tu vois que ça n'évolue pas. Et moi, j'ai stagné pendant un moment aussi, donc peut-être qu'eux, un jour, ils vont... Mais moi, j'ai compris ces trucs-là, et j'ai compris ces trucs-là parce que je me suis posé des questions, parce que je me suis remis en question, parce que je me suis dit, tiens, ce mec, ce qu'il dit, c'est quand même malin, je devrais essayer. Tu vois. Donc, en fait, paradoxalement, le fait de toujours avoir raison, si en même temps, c'est important, si en même temps, tu le lis à une capacité de se remettre en question, je pense que ça pousse vers... C'est essentiel, parce que sinon, t'es vraiment un con arrogant, quoi. Ouais, ah oui, sinon t'es juste
Sinon, t'es juste un con arrogant, tu vois. Sinon, t'es juste le vieux con du coin de la rue qui crève les ballons des petits-enfants quand ça tombe dans son jardin. Exactement. Ouais. En tout cas, vous l'aurez compris, quand une personne vous parle d'un truc qui peut-être pour la majorité des gens n'a aucune importance avec passion pendant plus de 5 minutes, c'est en général un petit peu sa bizarrerie. Et c'est cool en tout cas de nous partager la tienne. Et je suis vraiment content, moi, de vivre dans une ère, dans un monde dans lequel euh, les gens, tu sais, c'est cette phrase à la con, les derniers seront les premiers, etc. Qu'est-ce que ça te fait, toi, aujourd'hui, justement, de faire partie de la top society? Alors, il faudra regarder, hein, mais que ce soit en termes de revenus ou de lifestyle, tu dois certainement faire partie du 1-2% de la France, parce que tu continues de vivre en France. C'est plutôt un beau pied de nez au jeune Laurent du fond de la classe, tu vois. Et Ouais. comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que toi, intérieurement, en tout cas, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu prends de la distance avec ça? Ouais, alors, intéressant comme question. Je sais pas si je me suis pas posé la question de cette manière-là, mais il y a quand même un truc, c'est que, en fait, ça dépend des moments. Tu vois, il y a aujourd'hui, et même il y a 5 ans, c'était différent déjà. Bien sûr. Donc, en fait, au début, ça m'a fait vraiment bizarre, parce que en fait, je suis passé de en dessous du seuil de pauvreté à les quelques pourcents les plus riches en moins d'un an. Donc, c'est très brutal comme changement, tu vois. J'ai pas claqué tant de thunes que ça, je pense. J'ai claqué un peu, mais pas. Parce que j'ai quand même. Enfin, j'ai toujours été élevé un peu modestement. J'ai un peu la valeur de l'argent quand même, tu vois. Donc, Tu avais suffisamment la tête sur les épaules. voilà. Donc, j'ai pas non plus claqué. Oui, j'ai fait quelques dépenses. Enfin, forcément, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu vas faire quelques petites dépenses. Tu vois, mais c'était pas. Franchement, je me rappelle même pas. T'as Alors, pas acheté de Rolex et de Mercedes, quoi. non, voilà. J'ai pas de voiture. Je possède pas de voiture parce que j'ai pas besoin, tu vois. Et. Contrairement à moi, faites comme Laurent, ne dépensez pas tout. Et du coup, donc en fait, c'est quand même resté un peu raisonnable. Après, en fait, au bout d'un moment, ça change ouais, ça change ta réalité, en fait. Donc c'est plus que. Qu'est-ce que ça. Tu vois, je pense pas que ça ait vachement modifié. Si, ça modifie un peu ta manière de voir le monde, parce que quand même, quand tu gagnes plus d'argent, déjà, tu as accès à des choses différentes. Tu changes d'avis sur les impôts aussi. Tout le monde change. C'est systématique. Hein, vraiment, tous les gens que j'ai vus qui étaient pauvres et qui sont devenus au moins aisés, tu vois, sont tout de suite économiquement font un peu plus à droite, tu vois. Enfin, parce que évidemment c'est humain. Tout le monde veut juste payer moins d'impôts. Mais tu vois, en fait, je pense que quand même c'est plus le dev perso, ça a plus influencé sur moi à la limite que l'argent que j'ai gagné. Okay. Mais après, les deux sont liés. Donc à quel point ça a changé ton identité, comment toi tu te voyais? Typiquement, aujourd'hui, on peut le dire, et je pense que tu le dirais même toi aussi fièrement, tu es un entrepreneur. Ouais. Tu entreprends, tu crées des choses, tu crées des projets, etc. Ouais. Et l'identité, entre guillemets, un petit peu, je vais pas prendre de gants, de loser potentiellement, l'étiquette que tu avais pu mettre même sur toi-même, à un moment donné, tu l'as enlevé. Est-ce que tu as mis cette étiquette de winner? Est-ce que tu as mis cette étiquette d'entrepreneur? Est-ce que tu as mis en vrai, en fait, c'était progressif, en fait. C'est juste qu'avec les années, tu prends confiance quand même pas à pas. Évidemment, ça aide. Enfin, c'est sûr, tu vois, quand j'ai lancé la première formation et que j'ai pris un vrai appart qui n'était pas une chambre d'étudiant pourrie, ben forcément, ça aide. Et déjà, tu as un truc chez toi que tu peux faire comme tu veux. Bon. Voilà, le fait d'avoir une meuf. Et puis après d'acheter mon premier appart, enfin, forcément c'est des choses qui quand même sont un petit peu symboliques. Et c'est des succès de la vie, des petits succès, des petits... Voilà, c'est des symboles de réussite sociale et on peut pas, personne n'est imperméable aux symboles de réussite sociale classiques, tu vois, même si on peut les prendre à contre-pied aussi, parce qu'on peut aussi s'en détacher et considérer que c'est pas... Enfin, tu vois, considérer que c'est pas partie de sa vie. Soi, en tout cas, ouais. Mais voilà, en tout cas, il y a forcément... Ça joue un peu. Mais je pense que c'est finalement assez mineur par rapport à la démarche de dev perso, tu vois. Mais ça aide, c'est sûr. En fait, tu vois, malgré tout, avoir des preuves. Ouais, avoir des preuves que tout ce que tu fais dans ta tête, ça marche, quoi. Évidemment que ça aide ta psyché, tu vois. Enfin, c'est sûr. Je veux dire, quand tu n'as plus de problème d'argent, quand tu peux vivre la vie que tu veux, quand tu peux être heureux en couple, quand tu peux... Enfin, c'est évidemment que forcément, toi, tu te sens mieux et que du coup, ton estime de toi augmente, mais c'est un peu trop, on va dire, entremêlé pour que je puisse te dire vraiment quel est l'effet de
du succès financier pur là-dessus, ça fait partie du lot, quoi. Mais C'est quoi les 3 plus grosses galères dont t'es pas vraiment fier et que t'as peut-être pas raconté à beaucoup de monde? les 3 plus grosses galères dont je suis pas vraiment fier, j'ai pas raconté à beaucoup de monde. Les 3 plus grosses galères dont je suis pas... Des galères, ouais, après, dont je suis pas vraiment fier. Bon, même si t'es shameless, c'est les 3 plus grosses galères, quoi. Bah, les trucs qui m'ont fait galérer, je peux te raconter, mais après, est-ce que c'était de ma faute? Enfin, Bah, les trucs qui ont été vraiment à un moment donné une remise en question, que ce soit personnel, professionnel. ok, la remise en, ok, les remises en question, ça me parle plus. Alors, je pense que la première grosse... Bah, en fait, la première grosse remise en question, c'est ce qui m'a fait taper séduction dans Google. Ok. Et quand j'ai fait un truc que font tous les gentils garçons, enfin, gentils garçons, en vrai, ils sont pas, c'est pas gentils. J'ai écrit un podcast que je veux tourner, c'est doit-on être un gentil garçon, tu vois? Est-ce que En fait, oui, tu dois être gentil, mais les gens qui disent ouais, je suis un gentil garçon, du coup, les filles même pas, c'est pas qu'ils sont gentils. Hein. ils ont pas compris? C'est juste, c'est pas la bonne définition de gentil. Mais bon, donc j'étais un gentil garçon que je mets presque avec des majuscules ou des guillemets pour dire que ceci est un terme en soi qui veut pas dire que tu sois un garçon qui est gentil, mais juste un gentil garçon. Donc c'est le gars, il est un peu amoureux d'une fille, mais il veut pas trop lui dire. Il vient d'abord son ami pendant un an. Enfin, tu vois, c'est genre on appelle ça une victime, voilà. Voilà, on appelle ça une victime. Voilà. Mais enfin, je veux dire, tu peux. Après, voilà, s'il y en a parmi qui nous écoutent, je veux pas que le terme victime, ça les fasse se sentir mal. Enfin, ça arrive, tu vois. Bon, voilà, il y a des gens. Victime, c'est un état qui peut être transformé, qui peut être transcendé, que l'on peut changer. Tout à fait. En tout cas, il ne faut pas le prendre négativement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, donc à cette époque-là, donc moi j'étais tombé amoureux d'une nana comme le font ce type de personnalité. Évidemment, ça n'était pas réciproque. Enfin, en fait, je pense que potentiellement à un moment ça l'était, mais j'ai pas osé faire le premier pas. Je sais toujours pas vraiment quelques années après. Il faudrait que je lui demande d'ailleurs. Elle va te répondre avec un nude, c'est sûr. On n'est plus trop en contact. Bah, elle est mariée avec un enfant maintenant. Donc, c'est pas grave, mais justement, c'est la génération d'après. Et du coup, et donc un jour, elle s'est ramenée avec son nouveau mec. Et donc, moi, je me suis effondré et tout. Enfin, c'était vraiment émotionnellement, c'est très très dur, tu vois. J'ai vraiment fait un chagrin d'amour, mais sans qu'il se soit rien passé avant, quoi. Ce qui est preuve que j'étais vraiment encore adolescent, quoi, tu vois. Après, je sais pas, j'avais 18 ans, enfin, j'étais pas vieux, quoi. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu une douleur suffisamment importante pour taper séduction dans Google. Passer à l'action, quoi. Commencer à se bouger le cul, quoi. Et du coup, au final, ça, c'est une grosse remise en question, parce que je suis parti de... Voilà, j'avais cette personnalité, cette psyché-là, et je me suis rendu compte que le problème, c'était quand même un peu moi, tu vois. C'était pas de sa faute à elle, que je dirais... Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, tu vois, il n'y avait pas vraiment de responsabilité de sa part, et que c'était juste moi qui m'étais fait des films tout seul, et que si je voulais pas que ça se reproduise, il fallait que je me prenne en main. Donc je pense que ça a quand même été une remise en question assez importante. Après, je pense quand même que le moment où je me suis dit, j'étais en stage et je me suis dit, je vais pas faire ça, je vais prendre un an pour le faire, il fallait quand même un petit peu de courage pour prendre une décision, tu vois. Je dis pas que j'ai pris un gros risque. Franchement, il y a des gens, ils quittent leur taf et tout, ils prennent des risques beaucoup plus importants que ce que j'ai pris pour moi monter mon business. Mais c'est quand même un truc qui va un petit peu à l'encontre des normes et tout. Donc, c'était quand même un passage de remise en question. C'est un passage où je me suis dit, OK, est-ce que vraiment je fais ça? Il y a eu un petit questionnement, tu vois. Je me rappelle pas comme un truc où vraiment j'ai beaucoup cogité, mais quand même, il y a eu un changement de cap, tu vois. Il y a un moment, la ligne était comme ça et la ligne a fait ça à ce moment-là, quoi. Ouais, je t'en trouve deux, je pense, déjà. Sur ton chemin, peut-être plutôt pendant la croissance, pendant le développement, un problème avec un partenaire, un problème avec l'argent, des clients qui te crachent sur la gueule, les premiers haters, un truc un peu fort, un vrai clash. Ouais, alors je pense que le truc qui m'a... Bon, j'ai eu une paire de haters il y a quelques années auxquelles j'ai dû envoyer des courriers d'avocats, mais ça, c'est plus anecdotique. Ça t'a pas impacté, ça? Ça t'a pas... Non, si, ça impacte émotionnellement quand t'as un mec qui raconte de la merde sur toi. Mais moi, je suis du genre à taper plus fort. Enfin, faut pas m'emmerder, en fait, tu vois. Je vais pas aller attaquer nommément un mec. Des idées, oui, mais je vais jamais aller faire une vidéo sur un mec en particulier, tu vois. En plus, enfin... Je pense que si j'étais complètement honnête, ça deviendrait illégal ce que je raconte, donc je préfère pas le faire. Par contre, sur les idées, oui, mais après, les idées, il y a plein de gens qui les partagent, donc ça ne me pose pas de problème. Par contre, si quelqu'un me rentre dedans personnellement, en général, je réagis plutôt tout de suite. Je suis pas du genre à me laisser faire, tu vois. Mais du coup, oui, après, c'était ma première expérience, mais ça, c'était pas le plus...
C'était pas, je trouve ça quelques années C'est après, anecdotique, quoi. assez Ouais. anecdotique. Par contre, j'ai quand même eu, quand j'ai lancé ma première formation, j'ai fait faire un module par une partenaire. Et en fait, j'ai vraiment été très con. C'est la preuve qu'à l'époque, j'étais pas entrepreneur. Parce que donc, en gros, elle faisait quelques vidéos sur le nombre de la formation. Donc, par exemple, elle faisait, je sais pas, 5 vidéos sur les 30. Et moi, ce que je lui ai proposé pour la payer, c'était de lui filer 5/30 des revenus de la formation, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu lui filais 100% de droit d'auteur. Mhm. Mais à l'époque, moi, j'ai pas du tout pensé ça comme je lui file 100% de droit d'auteur, parce que sinon, évidemment, je n'aurais pas filé 100% de droit d'auteur. J'ai pas du tout pensé ça comme ça. Moi, je lui ai dit, elle fait 5 vidéos sur 30, donc je vais lui filer 5/30. Mais dans ma tête, je n'avais pas séparé la valeur du contenu, qui est réel, de la valeur de la liste que j'avais développée depuis 2 ans, de la valeur du marketing que j'avais appris, du boulot, de tout ce que tu crées autour. Donc, j'avais pas mesuré ça séparément, en fait. Donc, je m'étais dit, elle fait 5/30, je lui ai fait 5/30. Donc, je lui ai fait 5/30 sur le truc. J'en ai parlé à Olivier, qui m'a fait... Elle est partie en vacances, du coup. Elle a touché pas mal d'argent. Après, elle avait fait un bon taf, il n'y a pas de problème, tu vois. Et donc, elle a touché pas mal d'argent sur le truc. J'en ai parlé à Olivier, qui m'a fait « What ?» Et il a eu raison, parce que effectivement, 100% droit d'auteur, c'est un peu beaucoup. Et du coup, je lui en ai parlé après, je lui ai dit « Écoute, je me suis rendu compte que je t'ai quand même filé un peu beaucoup de sous, et du coup, est-ce qu'on pourrait renégocier sur un truc un peu plus raisonnable pour le prochain lancement, etc. » machin. Donc elle a mal réagi, elle m'a envoyé un courrier recommandé et tout. Et comme en fait, je me suis rendu compte de ça que peut-être quelques semaines, voire un mois avant le deuxième lancement de la formation, enfin le relancement, tu vois. J'avais pas le temps de refaire les modules, etc. machin. On a réussi on s'est mis d'accord. En fait, je vais filer 80% de droit d'auteur sur le deuxième lancement. Et ensuite, sur le troisième lancement, j'ai refait les modules moi-même pour qu'on arrête de bosser ensemble. Et donc ça, concrètement, j'ai perdu de l'argent, on va dire, parce que très probablement que si je lui avais proposé ne serait-ce que 30% de droit d'auteur, elle aurait probablement accepté, parce que c'est beaucoup personne ne fait 30% de droit d'auteur nulle part, quasiment. Et d'ailleurs, voilà, c'est des taux qui sont acceptés par d'autres personnes, quoi. Mais donc du coup, c'était une belle expérience, quoi, pour apprendre ce que c'est que le business, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment appris. Puis j'avais pas fait de contrat avec et tout. C'était pas ouf, tu vois. Et du coup, ça m'a un peu appris. Alors, et c'est dommage parce qu'en plus, franchement, son contenu était bien. Elle aurait pu continuer à toucher des sous pendant des années. Mais bon, c'est vieux ça, tu vois. Mais ça m'a appris que quand tu bosses avec tes partenaires, c'est bien de faire des contrats quand même, c'est bien de bien réfléchir, c'est bien de demander autour de toi quels sont les chiffres qui se pratiquent. Faut pas être trop généreux non plus, parce que des fois tu vas pas non plus te saigner pour, tu vois. Donc ça, c'est peut-être un peu plus le truc où j'ai. Je pense que c'était peut-être en termes de business, c'est le truc sans doute le plus con que j'ai fait. Ok, bon, il y a pire, hein. Ça va. J'ai perdu un peu d'argent, mais bon. Parce qu'il y a des gens qui perdent beaucoup et t'as pas perdu, t'en as un peu moins gagné. Oui, j'ai moins gagné, c'est ça. J'ai perdu, j'ai moins gagné. Est-ce que tu as essayé de lancer d'autres activités en parallèle d'apprendre la photo? Mais après, à partir du moment où tu as commencé à mettre ta petite casquette d'entrepreneur, du coup, est-ce que tu as essayé d'autres choses? Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses? Raconte-nous. Ouais, j'ai lancé il y a quelques années, Pédagogclick, qui est en gros pour les infopreneurs pour apprendre à faire du bon contenu. Puisque je vais augmenter ma lumière parce que il fait sombre. Le soleil se couche beau. Je déteste l'heure d'hiver. Je voulais juste placer ça. C'est une horreur. Il se couche trop tôt. C'est une horreur pour les lève-tard. Bref. Et du coup, j'ai lancé Pédagogclick, qui était fait pour aider les infopreneurs à faire du bon contenu, parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'infopreneurs qui échouaient. Alors, il y a tous ceux qui appliquent pas ce qu'on leur raconte. Bon, ça, je peux pas y faire grand-chose. Mais il y en a qui appliquent et en fait, juste leur contenu n'était pas ouf. Voire mauvais. Et c'est pas forcément qu'ils ont rien à dire ou quoi, c'est que c'est pas facile de faire du bon contenu en fait. Donc j'avais lancé ça, j'ai fait toute une formation en ligne et tout, hyper dense, enfin un truc un peu gros et tout. Et ça a modérément marché, on va dire, et surtout honnêtement j'ai un peu perdu la foi au cours du projet. Okay. Parce que c'était quand même une formation qui a pris beaucoup de taf à faire et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et au bout d'un moment, tu sais, bon. Le truc, c'est que quand tu es habitué à gagner pas mal d'argent en sortant une formation photo, tu t'emmerdes à faire une formation qui est
hyper quali, j'ai fait faire les slides par un pro et tout, enfin, tu vois, des trucs qui est vraiment hyper quali. Et forcément, t'en vends moins parce que t'as une petite audience, c'est un produit plus cher, enfin, c'est compliqué, tu vois. Mais c'était quand même un peu difficile de trouver la motive. Parce que tu vois, l'argent, c'est pas la première motive, mais enfin, il y a un moment, si tu fais 10 fois moins, C'est une métrique. bah ouais, enfin, je veux dire, si tu fais 10 fois moins que ce que tu ferais en développant autant d'efforts en photo, ça commence à être un peu moins séduisant, quoi. Et du coup, ouais, donc j'ai lancé. Alors, je le considère toujours pas à l'abandon, mais bon, j'ai pas publié de contenu gratuit depuis je sais pas quand. Je vais pas relancer la formation non plus. Je vais peut-être le faire l'année prochaine. On verra. Mais en fait, j'ai eu aussi du mal à le lâcher pendant un moment parce que je me rendais compte que si j'avais déjà mis beaucoup de taf dedans, donc c'est un peu le pied dans la porte, quoi. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est que tu vois, on dit toujours il faut vendre le produit avant de faire la formation, ce qui est exactement ce que j'ai fait. Mais en fait, quand j'ai vendu le produit, j'ai vendu sur une petite liste et le taux de conversion était plutôt bon. C'était correct, c'est pas incroyable, mais c'était correct. Je veux dire, il n'y avait pas de quoi se dire, ça se vend vraiment pas, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est bon signe, donc je fais la formation. Le problème, c'est que comme je voulais pas non plus remonter une audience de zéro, tu vois, en faisant mon contenu gratuit et tout, enfin, j'avais la flemme, tu vois, je me dis, putain, remonter un blog, une chaîne YouTube et tout, voilà, enfin, j'ai déjà suffisamment de taf avec la photo. Et je voulais tout faire via des affiliés. Et le problème, évidemment, c'est que les affiliés, en général, ça convertit moins que ta propre audience, parce que les gens ne sont pas venus pour ça à la base. Et du coup, tout de suite, ça rend les lancements moins intéressants pour toi. Bon, c'est intéressant pour les affiliés, du coup, ils ont moins envie de le refaire. En plus, moi, je devais quand même encore un peu faire mes preuves. Heureusement, je connais un peu des gens, donc Olivier a fait un peu ma promo, enfin, tu vois. Mais voilà, c'est quand même moins séduisant quand tu as un produit qui, en plus, c'est un produit, voilà, faire du bon contenu. En vrai, franchement. Oui, un contenu pédagogique, pour le coup, c'est plus pour les gens qui veulent creuser en profondeur que pour les gens qui font de la superficie. C'est ça, c'est un produit d'approfondissement. Il y a plein de gens qui vont se dire, ouais, j'aimerais bien, mais bon, j'ai pas trop le budget maintenant. Enfin, tu vois, est-ce qu'il faut vraiment que j'investisse dans ça alors que j'ai la formation de machin, la formation de truc, tu vois. Donc, j'ai voulu faire ça parce que j'avais un peu envie, mais j'avais besoin de sortir ce contenu-là, je pense. Et puis, j'avais envie de me diversifier un petit peu aussi. Mais aujourd'hui, en fait, finalement, je me diversifie au sein de la photo, tu vois. Okay. Je sors des nouveaux produits, j'édite des produits anglophones en français. Bon, je fais plus comme ça. Parce qu'au moins, là, j'ai quand même déjà des grosses bases et quand je sors un truc tout de suite, il y a un effet de levier qui est important, quoi. Ok. Donc, tu as appris finalement à te rediversifier à l'intérieur de ta niche dans laquelle peut-être à un moment donné, tu t'étais lassé, quoi. Ouais. Je trouve que pour moi, c'est plus pertinent. Parce que du coup, je me repose sur mes acquis tout en apportant de la nouveauté. Et du coup, tu es pas ce qu'on appelle un entrepreneur bling bling. Tu gagnes bien ta vie, mais si je dis pas de conneries, le premier gros cadeau que tu t'es fait, c'est t'acheter un appartement dans l'île. J'aurais vraiment choisi une autre ville, hein, mais bon, on n'est pas tous parfaits, mon ami. Tu décides de t'acheter un super bel appart, vraiment comme tu veux, le mettre à ton goût, quelque chose de très joli, très beau. Tu voyages beaucoup. Bon, tu es toujours bien sapé quand je te vois, mais après, voilà, je ne sais pas si tu dépenses un gros budget là-dedans, mais comment est-ce que toi tu vis cet argent? Comment est-ce que tu dépenses cet argent? Comment est-ce que tu vis au quotidien? C'est quoi ton lifestyle? Combien de temps tu bosses, etc. En fait, c'est plus un confort de. Tu vois, je fais pas tellement de grosses dépenses. Genre, je suis pas non plus des. Enfin, les voyages, si, mais les voyages, c'est toujours un peu boulot. Enfin, tu sais, quand tu vas voyager quelque part et que tu fais des photos, ça sert aussi pour le blog. Enfin, tu vois. Donc, je considère ça comme semi un investissement, au moins, tu vois. Ouais. Donc, je considère pas vraiment ça comme une dépense sèche, tu vois. Mais je fais pas tellement de grosses dépenses. C'est plus que, par contre, je réfléchis pas, en fait. En vrai, le luxe, c'est juste de pas t'emmerder à te dire, est-ce que j'ai les moyens d'acheter ça ou pas. Enfin, c'est pas vrai. Je vais pas m'acheter demain une bagnole à 150K parce que. Tu pourrais faudrait que j'enlève des investissements, quoi, tu vois. Donc, mais j'ai pas 154 cash, ce serait ridicule. Mais après, si je voulais avoir un crédit auto pour une voiture à 150K, ma banque, elle me le filerait. Hein. Enfin, je veux dire, ce serait ridicule, mais faut pas faire ça. Mais enfin, après, si c'était mon plaisir, pourquoi pas, tu vois. Mais je vais pas m'acheter ça parce que moi, j'y mets pas cette valeur-là non plus. Après, j'ai envie de dire, bon.
Mais bon, ce serait quand même gros sur mon budget, tu vois. Enfin, T'investis beaucoup, du coup, ton bah, en fait, cash, en tu le gros, fous. en fait, je m'emmerde pas. Et je dépense ce que j'ai plus ou moins envie de dépenser dans l'année sans trop compter particulièrement. Et ce qui reste, j'investis. En gros, Donc, enfin, vraiment, tu te le mets en dividende, t'investis avec la société, comment est-ce que tu travailles là-dessus? ouais, j'investis avec ma holding. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de. Parce que personne m'avait dit. Donc, tu vois, ça, c'est la différence entre les gens qui naissent dans des milieux pauvres où personne n'est entrepreneur et ceux qui ont peut-être papa-maman ou du réseau dans une école ou je sais pas quoi qui leur explique que. Ah ouais, pour le coup, moi, je suis allé le chercher, ça, frérot. Ouais. Ouais. Et du coup, donc en fait, pendant longtemps, bah, je me suis juste. En fait, l'argent que la société faisait, je me suis versé ça en dividende et Ouf, et t'investissais à partir de ça. j'investissais à partir de ça, tu vois. Donc, pour tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas compris ce que l'on est en train de raconter, en gros, si tu attends de te le mettre en salaire, tu vas transformer à peu près. Si tu as 1000 euros à la base à te mettre en salaire, il va arriver. Enfin, tu vois, si tu as 1000 euros de chiffre d'affaires que tu peux te rétribuer, tu vas passer tous les impôts, il va rester 400 euros et il va investir avec 400 euros. Ou il peut choisir de le mettre dans une autre société qui va avoir pour objectif d'investir. Et là, du coup, bah, tu as 100% de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir. C'est ça qui. Tout à fait. Pas à 100% du bénéfice, parce que c'est quand même. Oui. Mais donc pas à 100%, mais en tout cas plus. Donc oui, j'ai investi en perso pendant plein d'années, ce qui était une erreur totale. Donc, tu investis dans quoi, tonton? Euh, Immobilier? tracker. Bourse? Tracker. J'ai des trackers en bourse. ETF? Ouais. Ouais. Ok. C'est juste ça, quoi. Et c'est quoi la vision, du coup? Est-ce que tu cherches à atteindre un certain capital? Est-ce que tu cherches à atteindre un stade dividende annuel pour pouvoir... Non, parce qu'en fait, je me dis que, en fait, je réfléchis pas. Je me dis pas, oui, il faut absolument que je place X milliers d'euros cette année pour que dans 30 ans, machin. Je me dis que a priori, si tout va bien, au rythme où ça va, normalement, arrivé à la retraite, je devrais sans doute avoir assez de capital en bourse pour en faire un revenu. Enfin, tu vois, je fais pas des calculs précis, mais je me dis normalement à ce rythme-là, enfin, j'ai quand même que 32 ans. Si je peux encore bosser 30 ans, enfin, tu vois, ça devrait. Bon, pour l'instant, la question, je ne me la pose pas parce que j'ai pas envie d'arrêter de travailler. Donc, bon, j'accumule ce que je peux accumuler chaque année. Tu fais l'écureuil, quoi. Tu mets ça vraiment là-dessus, tu le laisses dormir, et c'est très C'est bien. ça, voilà. De toute façon, c'est du long terme. Enfin, de toute façon, il ne faut pas faire de la bourse si tu veux pas faire du long terme. Enfin, ici, il y a des gens qui font du day trading, je sais pas quoi, mais vision, en tout cas. faut être motivé. En tout cas, moi, je suis lazy investing à fond. Le truc, il est là. Tous les ans, bah, quand on remonte les dividendes de la holding, ça repart sur les trackers. On rééquilibre le portefeuille et c'est tout. Donc, vraiment, je regarde une fois par an, des fois deux. Enfin, vraiment, c'est très fainéant comme truc. J'ai un immeuble aussi, mais ça me fait chier. Donc, t'as investi dans l'immobilier, du coup, mais ouais, les contreparties de cet investissement sont emmerdants pour toi? Ouais, ça me fait chier. C'est pas trop mon truc, quoi. Puis j'ai eu plein de problèmes. J'ai pas eu de chance aussi avec l'immeuble. Enfin, d'accord. Je vais pas te le détailler, mais vraiment. Et donc tu continues d'investir en tout cas une grosse partie de ton argent du coup en bourse. Ouais, parce que tu continues de l'investir, quoi. J'ai pas un train de vie si énorme, tu vois. J'ai pas un train de vie non plus. Je veux dire, pour la plupart des gens, on dirait sans doute que, tu vois, il faut quand même être conscient des réalités. Hein. Il y a plein de gens qui gagnent le SMIC, donc par rapport à eux, j'ai un train de vie énorme, mais je dépense pas 10 000 par mois dans. Allez, tu cash burn combien? Tu nous le dis ou pas? Combien tu cash burn tous les mois? Non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas, mais c'est pas, enfin, tu vois. Donc, mais t'es content et tu vis sans te poser de questions. En fait, juste pour moi, vraiment, le luxe que ça apporte, c'est de pas réfléchir. T'as envie de te faire un bon resto, tu te fais un bon resto. T'as envie de, enfin, tu vois, c'est pas, il y a juste pas de se dire, ouais, est-ce que je peux faire ça ce mois-ci? Pour moi, c'est ça le luxe en fait. Tu peux vivre partout sur la planète. T'as décidé de rester à Lille. Pourquoi? Ouais. Parce que je me sens bien. En fait, alors je sais pas si c'est lié avec le fait d'être introverti, j'en sais rien. Mais je pense que c'est peut-être surtout lié au fait que j'ai très peu déménagé dans ma vie. Mon appartement actuellement, c'est mon 4e logement de toute ma vie. C'est beau. Donc voilà, j'ai vécu chez ma mère dans le même appart jusqu'à ce que je me barre à 19 ans. Ensuite, j'ai vécu en chambre d'étudiant 3 ans. J'ai vécu dans mon premier appart en location 3 ans et ensuite dans celui-ci depuis 6 ans. Donc j'ai peu déménagé. Donc pour moi, c'est toujours un peu un traumatisme de déménager, tu vois. Okay. J'ai aussi jamais changé de ville. Donc c'est encore un autre délire de traumatisme. Non, en fait, je me sens bien ici. Après, voilà, je vais sans doute bouger dans les années qui viennent. Laurent Bréa quitte le Bercail. Sans doute en France quand même, mais on verra. Bon.
Non, parce qu'en fait, simplement, moi, je me sentais bien ici, c'est ici que j'ai mes amis. Enfin, tu vois, j'avais pas de. Tu sais, dans la mesure où tu voyages un peu dans l'année, au final, ce qui est important dans la ville où tu vis, c'est surtout de te sentir bien au quotidien, tu vois, que ton environnement de vie, quand tu te lèves le matin, il soit bien et que tu puisses voir tes amis. Enfin, pour moi, c'est ça l'important. Pour moi, c'est ça qui On en déduit que tu aimes la grisaille et le froid. Bah, tu sais, bon, c'est la même météo qu'à Paris, hein, donc. Tu vois. Et puis l'île, c'est un côté quand même. Parce que tu vois, moi, j'aime pas les trop grandes villes. Genre Paris, je pourrais pas. C'est pas enfin, c'est trop. Ça va trop vite, c'est trop de gens. C'est pas. J'aime bien pour y aller de temps en temps, mais même à chaque fois que j'y vais, quand même, je fais ok, c'est quand même dur comme ville. Et en même temps, j'aime quand même bien le côté pratique des grandes villes. Tu vois, toujours avoir un truc ouvert à côté, Deliveroo, enfin, tu vois, c'est débile, mais tu vois, t'as la fibre et Amazon, tu vois. Il y a un certain côté pratique qui est quand même la facilité. C'est pas prêt à sacrifier, quoi. La facilité, c'est cool pour l'instant, mais je pense que la facilité, c'est cool. Et l'île, en plus de ça, ça a des avantages concrets qui sont que c'est quand même très très proche de 3 capitales. Ah, ça, c'est une réalité. Donc je peux être à Paris en 1 heure, à Londres en 1h30, à Bruxelles en 35 minutes, et à Charles de Gaulle en 50 minutes en TGV. C'est quand même important quand tu voyages pas mal, être près d'un hub et tout, c'est pratique, tu vois. Quand tu dois pas te taper 5 heures de voiture pour aller à l'aéroport, ça change un peu ta vie quand même. C'est une réalité. Donc, ouais, ça faisait sens, tu vois. J'ai 2 questions, moi, pour toi, Laurent, avant de bifurquer vers d'autres aventures. Ouais. Il y en a une que je viens d'oublier, mais il y en a une que j'ai là bien évidemment en tête. Tu étais très bon à l'écrit, plutôt introverti, etc. Qu'est-ce qui t'a fait passer à YouTube et à la vidéo? De passer du blogging à écrire des articles, à montrer ta trombine à tout le monde, à jouer aussi, parce que tu joues dans tes vidéos, il y a un côté humour, il y a un personnage, il y a un vrai personnage de Laurent Breya sur YouTube qui s'est créé. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est développé? Quelles sont les barrières que tu as dû casser? Alors, très intéressant. Donc, en fait, à la base, c'est parce que je me suis bien rendu compte qu'il fallait être sur YouTube. C'est-à-dire que donc moi j'ai créé ma chaîne YouTube finalement relativement tôt, mais ça servait juste à foutre des vidéos dessus de temps en temps, mais j'avais pas une démarche de chaîne, quoi. YouTube est pas mal monté entre, je dirais sans doute 2013 et 2015, 2013-2016, quoi. Moi j'étais pas très présent dessus. Je me suis bien rendu compte qu'il y avait quand même une opportunité à y être, et surtout. Tu sais, je disais tout à l'heure que quand on me tape, je réagis. Et parmi ceux auxquels j'avais envoyé les fameux courriers d'avocat, là, il y en a un qui avait, je sais plus combien il avait d'abonnés sur YouTube à l'époque, mais beaucoup trop par rapport au contenu dégueulasse qu'il faisait, quoi. Parce que c'était de la merde. Et il avait genre, ouais, je sais pas, 50 000 abonnés, on va dire. Et moi, j'en avais un peu moins de 10 000, mais c'était passivement là grâce à l'audience du blog, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible que ce mec qui fait des trucs tellement emmerdants puisse avoir 50 000 abonnés et moi 10 000. Tu vois. Il y avait une espèce de côté, il faut rétablir un équilibre ça va pas, tu vois. Un peu d'ego et un peu de justice sociale, quoi. Ouais, en fait, je me suis dit, je peux faire mieux, et les gens qui cherchent sur YouTube aujourd'hui, il faut qu'ils aient accès à du contenu meilleur que ça. Il y avait déjà des trucs bien, il y avait notamment une chaîne qui est toujours aujourd'hui la plus grosse chaîne photo, ils ne publient plus rien depuis 2-3 ans. Puis ils ont un peu changé de business model, mais juste avec l'inertie, c'est toujours la plus grosse chaîne en nombre d'abonnés, même si j'ai dépassé sur les autres critères. Et donc il y avait quand même des trucs bien, mais moi je me suis dit, ok, je pense que je peux faire mieux, tu vois, et si je veux y aller, il faut vraiment que je fasse un truc qui déchire. Et du coup, en fait, je me suis dit, il faut absolument que je propose déjà des vidéos sur les trucs les plus recherchés, donc en fait les mêmes sujets qui étaient mon gros trafic sur le blog, mais qui soient mieux que ce qui existe. Et comme ce qui existe est déjà bien, le seul moyen que j'avais, c'est de faire un truc qui soit non seulement informatif, mais aussi divertissant. C'est-à-dire que c'est le seul truc, en fait. C'est que j'étais obligé de rajouter. Je ne pouvais pas juste faire du bon contenu. Il fallait que je fasse du contenu qui était en plus divertissant. Parce que sinon, ça aurait juste été aussi bon que ce qui existait. Et pourquoi les gens iraient voir un truc qui est aussi bon que ce qui existe, alors que ce qui existe a déjà 200 000 vues, tu vois. Il n'y a pas de raison. Donc je me suis dit, si je veux vraiment lancer le truc, il faut que je le fasse bien. Et le hasard a bien fait les choses, parce qu'à l'époque, il y avait Yves Dalbier, qui m'a contacté par email parce qu'il était dans la formation de Sylvain Carruffel, La solution est en vous, je crois que ça s'appelait à l'époque.
Et avec Sylvain, on se connaît un peu, on s'était vu quelques fois, etc. Puis c'est adorable. Et Sylvain avait dit à Yves qu'il voulait se lancer, lui, dans la vidéo. Il avait dit peut-être contacte Laurent d'apprendre la photo parce que il y a peut-être des trucs à faire entre photo et vidéo, etc. Donc il m'envoie un email, il me contacte pour ça et je lui dis écoute, honnêtement, j'ai déjà essayé de faire de la promo de produits vidéo par le passé, ça n'a pas trop marché parce que je pense que l'audience photo s'en fout un peu de la vidéo. Mais par contre, en fait, il m'a envoyé un mail hyper bien fait avec tout son CV et tout. Vraiment, les films sur lesquels il avait bossé. Yves, c'est un mec qui est un réalisateur, tu vois, il a fait des films d'animation, etc. Il a fait des pubs pour Canon au Japon et tout. Enfin, tu vois, il a vraiment. Voilà, donc vraiment, il connaît son taf. Il m'envoie un peu son CV au final, tu vois. Avec ses exemples de vidéos, je vois les exemples, je fais ah putain, il sait faire quoi. Et à ce moment-là, je me disais, il faut que je fasse ma chaîne YouTube. Et du coup, je lui dis, écoute, bon, je comprends que tu veux te lancer sur la vidéo, mais moi, je pense pas qu'il y ait vraiment forcément de trucs à faire avec l'audience photo. Par contre, moi, j'ai besoin d'aide sur ma chaîne YouTube, donc peut-être qu'on pourrait bosser ensemble, etc. Et donc, on s'est appelé, on a vachement connecté et tout. Yves, c'est vraiment un mec adorable que je vois encore. Il habite au Japon, donc on se voit pas souvent, mais quand on peut, on se voit. Et donc, en fait, on a bossé ensemble sur le format qui est actuellement le format le plus vu sur ma chaîne. Il suffit de regarder, voilà, si ceux qui me regardent veulent regarder, il suffit d'aller sur ma chaîne et de regarder les vidéos les plus vues. De toute façon, c'est toutes celles-là. Et donc, à la base, il voulait qu'on fasse ça à distance. Mais comme il venait en France pour Noël, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu resterais pas une semaine de plus en France? Tu viens chez moi et on les tourne ensemble. Et donc, je l'ai embauché pour le faire. Parce qu'évidemment, je l'ai payé. Enfin, pas déconner, c'est du vrai travail, quoi. Et donc, en fait, Yves, il a vraiment fait. Donc, on a bossé ensemble sur. Moi, j'ai écrit des scripts. Ensuite, on les revoyait ensemble pour rajouter un peu d'humour. Enfin, tu vois, leur donner un côté vidéo qui claque un peu. Lui, il a beaucoup analysé les codes de YouTube pour faire un truc qui soit dynamique, etc. On a tourné ensemble et lui, il avait vraiment. Enfin, c'est vraiment le réalisateur, quoi. Tu vois, donc c'est lui qui a un peu finalement conçu le truc. C'est un peu de la co-création, mais c'était quand même lui qui était la tête pensante sur le côté vidéo, quoi. Et donc, on a tourné les 5 premiers épisodes chez moi. Il m'a pas mal coaché sur l'acting parce qu'au début, c'était pas du tout naturel pour moi. Parce qu'il fallait jouer dans ces vidéos-là. Et d'ailleurs, si tu regardes les 5 premiers épisodes aujourd'hui, tu vois que mon acting n'est pas ouf non plus. Il est correct, mais il n'est pas ouf. Parce que j'étais pas encore hyper à l'aise. Mais Yves, il arrivait à me pousser. Quand tu es avec des gens, c'est plus facile. Tu vois, il a du peps et tout, donc il mettait l'énergie. Et donc, on a fait 5 premiers épisodes qui ont très bien marché. Et ensuite, le reste, on les a fait à distance parce que il m'avait déjà donné les conseils. Je savais le faire maintenant. Avec les épisodes, en fait, j'ai pris confiance sur l'acting. Juste en travaillant, en fait, quoi, au final. Donc toi, ta vision du YouTube, au contraire, c'est très travaillé, très scripté. Alors, c'est créer quelque chose de divertissant. Alors, pas que, parce que... Donc, en fait, là, donc ça, c'était quand j'ai commencé, quand j'ai voulu lancer la chaîne, je me suis dit, il faut que je fasse des trucs qui... Tu vas pas nous faire une vidéo où tu vas t'asseoir sur une table en disant les 3 conseils pour et tu vas le faire en one shot. Non, alors, ça, tu fais pas. Si, aussi, mais justement, j'y viens. Donc, au début, j'ai fait une vidéo très travaillée parce que je voulais vraiment choquer l'audience, presque, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment avoir un truc qui déchire. Ce qui a très bien marché parce que ça a eu beaucoup de succès. Le nombre d'abonnés à la chaîne a bondi à ce moment-là, etc. Donc, ça a très bien marché, mais au bout d'un moment, je voyais que ça suffisait pas, en fait. Que ma croissance était bien, mais elle était insuffisante. Et ce qu'il fallait faire à l'époque, vraiment, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, il fallait vraiment faire une vidéo par jour. Et évidemment, des vidéos de cette qualité-là, je pouvais pas en faire une par jour, du tout. C'est absolument impossible. Et du coup, je me suis dit, je vais garder ce format-là, et je vais aussi faire un format plus rapide d'une vidéo par jour, où je vais faire juste du face caméra, où je parle sur mon canapé. Comme là, en fait. Ça pourrait être exactement ce format-là. Donc, du coup, ça, c'est des vidéos que j'ai fait en ce que j'appelle en semi-impro. Donc, c'est-à-dire que je prépare mes vidéos à l'avance où j'ai mes bullet points, tu vois. Je me mets face caméra et puis je commence à parler sur mon truc. Je prends mon bullet point suivant, je parle dessus, etc. Et puis on coupe au montage, quoi. Et donc, d'abord, j'ai fait un défi 30 jours. Et donc, j'ai réussi à. J'ai mis une semaine de travail pour faire les 30 jours de vidéo, à peu près, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, c'est raisonnable. Ça veut dire un quart de mon temps pour faire une vidéo par jour. Je me suis dit, bon, c'est faisable, surtout que là, c'était un essai, tu vois. Et donc, j'ai dit, ok, c'est concluant. Et du coup, ensuite, j'ai refait une vidéo par jour pendant 6 ou 7 mois, je crois. Et là, j'étais plus efficace. Je tournais 10 semaines de vidéos en une semaine. Ok. En fait, j'écrivais les vidéos pendant une semaine.
pas à temps plein, hein, mais j'étalais ça sur une semaine. Et ensuite, je tournais les vidéos sur une semaine. Là encore, pas à temps plein, j'y passais en gros l'après-midi tous les jours, tu vois. Ouais, donc tu te dis à peu près une semaine de boulot non-stop pour créer 10 semaines de taf, quoi. Voilà, tu vois. Donc ça allait, c'était raisonnable quand même. Et ça a quand même pas mal fait évoluer le nombre d'abonnés. Et en fait, c'est un peu ma vision aujourd'hui. C'est ce que je conseille aux gens, c'est d'ailleurs ce que je conseille dans mon module YouTube dans PédagoClick. C'est que je pense que les différents formats ont différents avantages. Il faut faire de la fréquence sur YouTube, au moins une fois par semaine, je pense, aujourd'hui. Même si je pense que quand on lance une chaîne, faire 6 mois de vidéos quotidiennes, ça peut quand même frapper un coup assez fort. Ouais. Ou au moins 2-3 par semaine, tu vois. Et pour faire ça, tu es obligé de faire des trucs qui soient simples. Donc tu fais du face caméra, et l'important, c'est que ce que tu racontes soit intéressant et ça aide les gens. Tu n'es pas obligé de faire un truc hyper fancy, tu vois. Par contre, il y a des formats sur lesquels tu peux aller mettre de l'effort supplémentaire, parce que tu sais que ce truc-là, c'est vraiment un sujet qui va cartonner, parce que tu as déjà vu sur ton blog que ça marchait bien, ou parce que tu sais que c'est la question que tout le monde se pose, et du coup, tu vas faire une vidéo qui vraiment est hyper chiadée, qui du coup va être plus partagée, les gens vont rester plus longtemps dessus, ça va être plus mis dans avant par YouTube. Et aujourd'hui, moi, je fais encore un peu les deux, en fait. Enfin, les deux. Je fais plusieurs formats, en fait. J'ai les faces caméra tout simple où je parle. J'ai Incroyable Photographe, qui sont des vidéos très travaillées, donc c'est scripté, mais c'est quelqu'un qui écrit les scripts pour moi. C'est sur fond noir, j'ai pris un monteur et tout, donc c'est un truc un peu classe et tout. Ça, j'en publie une fois par mois, donc c'est correct. La photo aujourd'hui, c'est des interviews. Donc là, par contre, c'est format 1 heure, voire 1 heure et demie, tu vois. Et ça, pareil, c'est quali. Donc là, on va voir les gens, on va chez eux ou dans leur studio ou je sais pas quoi. Et donc, la vidéo est hyper bien foutue et tout. Il y a un bon son. Enfin, j'ai fait quand même des interviews bien quali, tu vois. Et ça a mis un petit peu de temps à démarrer au départ. Parce qu'il faut habituer les gens à rester 1 heure sur YouTube. Mais maintenant, ça marche vraiment bien. Et puis, de temps en temps, je fais des essais vidéo qui sont des trucs entre 10 et 30 minutes, on va dire, selon le format. Où là, c'est que de l'animation, tu sais, c'est des trucs un peu. Enfin, maintenant, on a mis ma tête un petit peu aussi parce que ça varie. Mais il y en a un qui sort dans une semaine normalement. Et ça, c'est très travaillé parce que par contre, là j'ai carrément pris un mec qui sait faire ça, donc qui est monteur, mais qui fait un peu la direction artistique aussi. Enfin, tu sais, c'est des vidéos qui coûtent un peu cher. Tu t'entourais, quoi. Mais ça me permet de temps en temps frapper un gros coup, quoi, tu vois. Ça, c'est des vidéos qui vont être très partagées. Le premier que j'ai fait, ça s'appelle La secte de la règle des tiers. Donc forcément, il y a secte dans le titre, hein, c'est fait pour que ça marche, mais en plus, la vidéo est bien foutue. Et elle a fait 50 000 vues, ce qui est un beau score pour ma chaîne. Et ça valait l'investissement, quoi. Ok, super. Voilà. T'es comment du coup aujourd'hui? Tu bosses 4 heures par jour, tu bosses 7 heures par jour, tu bosses 2 jours par semaine, c'est quoi le format? Ça dépend un peu des périodes. On va dire que dans les périodes où je fous rien, je bosse 2 heures par jour, à peu près tous les jours. Moi, je m'en fous un peu du week-end. Enfin, c'est juste qu'il y a des jours où si j'ai pas envie de bosser, parce que soit j'ai pas l'énergie, soit j'ai envie de faire autre chose, soit je pars un week-end avec ma meuf, soit, enfin, raison ou autre, tu vois. Mais je m'en fous qu'il soit dimanche. Enfin, je peux bosser 8 heures un dimanche s'il faut. Enfin, 8 heures, c'est beaucoup, mais je peux bosser un dimanche s'il faut. Et après, je peux avoir des périodes où je bosse plus. Surtout l'année dernière, parce que là, depuis cette année, j'ai pris une bras droit qui m'aide énormément et qui fait quand même le gros du taf. Ok. Qui, elle, bosse à mi-temps ou plus que mi-temps quand il y a des gros projets. Et du coup, depuis qu'elle est là, franchement, j'ai quand même diminué mon volume de taf. Là, je pense que je suis en dessous du mi-temps, quand même. Après, il peut y avoir des périodes où je peux bosser nettement plus parce qu'il y a des trucs à faire. Mais c'est juste ce dont j'ai besoin, quoi. Et comme je me débarrasse de plus ou moins tout ce qui m'emmerde, c'est jamais non plus hyper pénible. Donc du coup, je compte pas trop. Est-ce que ta vision du travail et de gagner de l'argent, elle s'est effritée? Cette vision de faut travailler dur pour gagner peu, etc. Je pense que je l'ai jamais eu. Ok. Je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que j'ai jamais vraiment eu ce côté espèce de valeur travail très très François Fillon, tu vois. J'ai jamais eu ce côté. Mais c'est vraiment la droite tradie, quoi. Il faut souffrir. C'est des valeurs chrétiennes un petit peu aussi. Hein. Le côté, il faut souffrir pour mériter le truc. Enfin, tu vois, j'ai jamais trop eu ça. Moi, j'ai toujours été plus ou moins un flemmard, mais dans le sens. Pourquoi faire le double du volume de travail si tu peux faire la moitié? Enfin, il n'y a pas de raison de travailler plus. L'important, c'est d'avoir un bon résultat à la fin. Et j'ai compris, je pense que j'ai compris le 20-80 assez tôt. Du coup, j'essaye de rester 20-80, même si. Alors, après, j'ai quand même un côté un peu perfectionniste personnellement, donc tu vois, je veux quand même qu'il y ait un bon résultat final. Donc, il y a plein de gens qui diraient que ce que je fais, c'est pas 20-80. Ouais. Mais pour le niveau de qualité que j'ai, c'est 20-80. Tu fais du 20-80 avec un niveau d'attente qui est fort, quoi, qui est élevé. C'est ça.
Exactement. Ça dépend du niveau d'attente que tu as, parce que 20-80, c'est toujours. Oui, c'est les 20% d'effort pour atteindre un résultat, mais quel résultat? Quel résultat tu veux obtenir? Donc moi, je veux quand même un résultat assez haut, tu vois. Et ça me permet, je pense, d'avoir un assez bon équilibre. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça me convient par rapport à ma vision du truc, tu vois. Mais ouais. Je pense que c'est ça, finalement. Cette espèce de flemmardise, je pense qu'elle m'a aidé dans le côté. À travailler plus intelligemment, à travailler ouais, mieux. c'est ça. Travailler plus intelligemment plutôt que juste plus. Enfin, tu vois, ça n'a pas trop de sens, quoi. Tu fais quoi de tout ton temps? Il y a plein de gens qui n'imaginent pas, parce qu'ils ne se sont jamais imaginés, avoir du temps, ne rien faire. Oh, mon Dieu, Ouais. mais je deviens un feignant, mais si je ne travaille pas, ma vie n'a plus aucun sens. Toi, tu fais Ben, quoi en de ton fait, temps? donc tu vois, bon, déjà, tout est plus tranquille, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a pas de, il y a un côté, les choses sont en général pas pressées. Du coup, tu peux prendre le temps de les faire. Tu vois, t'es pas dans l'urgence. Donc déjà, en fait, rien que ça, déjà, tu étales un petit peu. Enfin, tu vois, ça dilate un petit peu le temps que prennent les choses. Alors, jusqu'à l'année dernière où j'avais pas ma bras droit et du coup, je bossais quand même, je dirais, un peu plus que mi-temps. Bon, un peu plus que mi-temps, t'as déjà quand même tes journées un peu occupées. Après, tu te détends un peu, ça passe vite, tu vois. Là, on arrive au moment où effectivement, j'ai plus tellement de choses à faire. Et du coup, limite, ces derniers temps, j'étais presque un peu désœuvré, tu vois. Donc je me disais un peu, qu'est-ce que je vais faire de ce temps que j'ai, tu vois. Mais sinon, en fait, en vrai, alors, hors Covid, là, c'est aussi parce qu'il y a le Covid hein, que je me sens désœuvré. Je pense que hors Covid, je voyage simplement. Donc quand tu es en voyage, bah, déjà, si tu voyages 3 mois par an, ça t'occupe bien. Parce que du coup, quand tu rentres, tu bosses un peu plus en général. Ouais. Donc il y a de ça. Sinon, comme je disais, je suis un mec très curieux, donc des fois ça peut m'arriver de faire ce que j'appelle des Google Black Hole où je recherche sur des trucs. Il y a des trous dans l'hyperespace parce que tu as regardé astronomie sur Google et tu t'es perdu, quoi. Ouais, ça peut arriver. Là, mon dernier Google Black Hole, c'est les Lego. Ok. Donc, il y a des, en fait, il y a toute une communauté. C'est assez fascinant. En fait, dès que tu rentres dans un truc énorme. fou, il y a toujours des communautés de gens passionnés. Et tu vois, bon, Lego, ils font leur set officiel. Donc moi au début je me suis dit tiens je construirais bien tel set de Lego et de la fusée Saturn V, tu vois. Bon, voilà. Et en fait très rapidement quand tu creuses un peu tu te rends compte qu'il y a des communautés de passionnés, ils font leur modèle à eux parce qu'il y a tel modèle qui est pas sorti chez Lego, donc bah ils se disent c'est pas grave on va le faire, tu vois. Et il y a toute une espèce de communauté, il y a des sites parallèles où ils vendent des modèles et où ils vendent des briques Lego individuellement. Et t'as un truc. Et du coup en fait là je viens de faire un Google Black Hole de 3 jours à peu près là-dessus, tu vois. Et c'est bien parce que c'est le genre de truc que je fais, tu vois. Puis après, en général, quelques années après, c'est plus ou moins un truc qui, voilà, c'est bon, terminé, j'ai fait le tour. Fini. Tu fais un peu tes passions, quoi, finalement. Il y a une part de curiosité quand même. Et après, je regarde quand même pas mal de contenu en ligne, tu vois. Au final, entre les blogs et les chaînes YouTube qui m'intéressent pas mal, je regarde des trucs. Ouais, ça contribue à. Enfin, tu vois, comme je disais tout à l'heure, quand t'aimes réfléchir à des trucs et te poser des questions dessus, bah en fait. Je passe aussi pas mal de temps à discuter ce genre de truc avec mes amis proches sur Messenger où on a des débats passionnés sur des trucs, tu vois. Sachant que tout le groupe va avoir raison, je vous laisse imaginer les discussions. Mais en fait, c'est bien parce que comme on veut tous avoir raison, mais en même temps, en fait, on est tous plus ou moins dans la même démarche, tu vois. Donc, et du coup, comme tout le monde est à la fois suffisamment intelligent et motivé par le débat et capable de se remettre en question, bah du coup, si tu dis une connerie, il y en a un qui va finir par te prouver que tu dis une connerie, en fait. Il va finir par te trouver l'argument. Ça vous élève tous, quoi, au final. J'ai pas entendu, pardon, il y a eu un petit. Ça vous élève tous. Ouais, c'est ça, exactement. C'est qu'en fait, on devient plus. Ouais, je sais pas, je pense plus intelligent dans le process et puis juste on a un avis sur le monde qui est plus pertinent. Enfin, moi, ça m'intéresse, ça. J'ai l'impression que l'environnement a une place énorme dans ton développement, dans ta croissance, dans ta réussite même. Comment est-ce que toi tu le vois? Tu veux dire mon environnement? L'environnement, j'intègre un peu tout le contenu qui te rentre dans la tête, mais aussi les gens qui sont autour de toi, qui ont de l'influence. Ouais. Oui, c'est fondamental. Mais après, comment je le vois? En fait, le truc, c'est que c'est pas hyper conscientisé, quoi. C'est juste, tu sais, il y avait. Est-ce que c'est Steve Jobs qui a dit ça? Je sais plus, mais bon, tu sais, il y a cette phrase, la créativité, c'est connecter des points.
Et je ne sais plus qui a rajouté, mais pour connecter des points, il faut d'abord les collecter. Et enfin, tu vois, plus j'ai de trucs en tête, plus je vais faire des liaisons entre des trucs, plus je vais me rendre compte que ah bah tiens, c'est intéressant ce que j'ai appris dans ce domaine-là. Tu vois, ça peut me servir. Enfin, tu vois, c'est juste en fait ça. Plus j'accumule ce genre de choses, plus moi ça va me rendre créatif. Et une personne intéressante, tu vois, finalement, on parlait tout à l'heure il y a 10 ans quand j'ai cherché à juste devenir quelqu'un qui n'était pas chiant. Au final, ça fait partie de ça, tu vois. C'est d'avoir des trucs à dire. Enfin, tu vois, pareil, faire du contenu en ligne, il faut avoir des trucs à dire, quoi. Parce que sinon, tu fais que répéter ce que les autres ont déjà dit et pourquoi les gens ils te suivraient pour ça. Enfin, tu vois, faut bosser pour créer ta propre pensée sur un sujet. Parce que sinon, pourquoi les gens ils te suivraient toi plutôt que quelqu'un d'autre? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se lancent en. Beaucoup, je sais pas. Il y en a qui se lancent en n'ayant pas forcément grand-chose à dire et en répétant un petit peu ce qui s'est déjà dit ailleurs. En particulier dans le web marketing, je pense, parce que comme c'est un domaine qui manifestement fait plein d'argent, les gens veulent se lancer là-dedans. Et puis ils n'ont pas trop de passion, donc ils disent ah, bah, je vais faire ça. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est faire du sous Olivier Roland ou du sous Antoine BM ou du sous Stan Leloup ou du sous. Enfin, tu vois. Et il y a un moment, faut aussi faire son. Alors après, au début, c'est un peu normal, entre guillemets. Tu es plus ou moins obligé de. Bon, tu vas un petit peu t'inspirer de tes mentors, tu vois. Mais à un moment, il faut aussi développer sa propre pensée et faire ses propres expériences et se dire, OK, moi, j'ai vu un truc différent. Moi, je pense que, tu vois, si on fait ça, ça marchera mieux. En tout cas, c'est une autre manière de faire. Enfin, tu vois. Et en photo, c'est un peu ce que je fais. Et je pense que le fait d'être dans cette démarche, de toujours un petit peu réfléchir à ce qui se passe, ça fait partie de ce qui aide à avoir cette vision personnelle, quoi. Et il faut avoir du coup aussi le temps de le faire. Moi, je sais que j'ai pas du tout pris le temps pendant très 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 longtemps parce que j'étais toujours en retard sur tout ce que je faisais, puis j'ai cumulé plusieurs activités en parallèle. Et donc, j'ai jamais eu le temps de me poser, de penser, de réfléchir à finalement tout ce qui a fait ton succès, c'est-à-dire autant le format travaillé que le prendre du temps pour faire un contenu pédagogique, etc. Ouais. Je pense que j'ai un peu trop bâclé toutes ces choses-là et c'est des pépites très intéressantes que tu nous partages. Ça fait déjà 1h45 qu'on est ensemble. Moi, je prends beaucoup de plaisir, mais on va quand même te libérer à un moment donné. Avant ça, j'aimerais que tu nous dises, selon toi, est-ce que on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Bah, on le devient. Clairement. Enfin, je pense pas qu'on naisse grand-chose à part Homo sapiens. Enfin, on a pas un patrimoine génétique chacun quand même, tu vois. Ça a des effets. Mais non, ça on le devient. Moi, il y a des tas de trucs qui auraient pu arriver dans ma vie qui auraient pu faire que je ne devienne pas entrepreneur du tout. Oui, ça s'apprend, clairement. Moi, je pense que tout s'apprend, de toute façon. Donc, Qu'est-ce que tu dirais au Laurent d'il y a 15 ans? Tu l'avais face à toi, là, tu as la possibilité de prendre la porte, de rentrer un peu dans le passé. Tu peux lui dire une phrase, tu as 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes avec lui, tu lui dis quoi? Tu lui dis rien pour pas changer le cours du temps. Ne me réponds pas cette... ne me dis pas ça. Mais ça a bien marché, je lui dis rien en fait. Tu vois, malgré. Bah, en fait, ouais, cette phrase, c'est un peu. Je pense que je dirais juste que ça va aller, tu vois. En fait. Que même. Besoin d'être rassuré, besoin d'un peu plus de confiance finalement. Même si des fois on dirait que non, en fait, ça va aller. Je pense que c'est ça que je dirais. Parce qu'au final, tout le reste, il y a des trucs qu'il faut du temps pour apprendre. Donc je pourrais pas lui donner genre une perle de sagesse d'aujourd'hui parce que le mois d'il y a 15 ans, il comprendrait pas en fait. Ça servirait pas forcément à grand chose, tu vois. Et puis oui, il y a ce côté paradoxe temporel aussi, on ne va pas changer le passé. Mais tu vois, en fait, il y a un côté je regrette pas. Tu vois, il n'y a rien que je regrette vraiment, quoi. T'es fier de toi aujourd'hui? Parce que tu vois, ouais. Parce que tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y a des souffrances qui peuvent jouer un rôle. Et en fait, sans ces souffrances, enfin, tu vois, je vais pas, il y a 15 ans, aller dire un truc à moi-même qui pourrait m'éviter ces souffrances-là, parce que qu'est-ce que ça provoquerait comme conséquence, tu vois. Y compris pas arriver là où j'en suis, ou, enfin, tu vois, avoir une vie qui, au final, je serais peut-être moins heureux avec ma vie d'aujourd'hui si j'avais pas eu certaines souffrances à un moment donné. T'es heureux aujourd'hui? Je dis souffrance en relativisant, parce que c'est pas, enfin, ça va, hein, je suis pas non plus, j'ai pas vécu sous les ponts, j'ai pas fait la guerre, enfin, faut se calmer. Mais, enfin, tu vois. Et est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Ouais. Enfin, tu vois, moi, je trouve toujours, enfin, pour moi, le bonheur, c'est plus un process qu'autre chose, donc tu as toujours un peu des vagues, tu vois. Je suis un peu névrotique comme personne, donc je suis jamais hyper heureux, hyper longtemps, tu vois. Mais oui, globalement, si, je suis hyper content de ma vie aujourd'hui, tout va bien, vraiment, oui, ouais.
aussi proche que ce qu'on peut être du bonheur, mais moi je considère pas ça comme un. Je trouve que Comme un état final. Voilà, c'est ça. Donc bon. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour demain? Pour demain, je sais pas que les voisins ne me réveillent pas. Non, j'en sais rien. Ah, donc t'as gardé ce côté vraiment levé tard, quoi. Ah, je me lève tard, ouais. Non, mais j'aime bien faire la vanne parce que les gens qui m'ont déjà entendu une interview quelque part, normalement, tu peux pas manquer que je me lève tard. Parce que je le dis à chaque fois. C'est pour décomplexer les lève tard. Non, parce que ce qu'on peut me souhaiter pour demain, c'est que ça continue déjà. Et que je continue à sortir des projets de plus en plus ambitieux. Toujours en photo. Parce que je me dis, tu vois, bon là maintenant, je suis quand même bien installé, les trucs qui marchent. Maintenant, dans les 10 ans à venir, j'ai envie d'avoir un peu plus ambitieux, quoi. Voilà. Quel challenge tu peux prendre, quel challenge tu peux relever dans ce domaine, quoi. Ouais. Si demain vous voyez Laurent Breya dans une décapotable avec une blonde à forte poitrine, faites-lui un check de ma part, les amis. C'était Laurent Breya d'apprendre la photo. Merci à toi d'être venu partager avec nous beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'authenticité, beaucoup de réalité dans cette interview et c'était un vrai plaisir. Bien évidemment, on te retrouve sur tous les liens, on mettra tout dans la description juste en dessous. Allez lui faire un petit bisou sur Instagram, envoyez juste un petit emoji bisou et écrivez bisou. Voilà, ça lui fera plaisir. Et puis, merci à toi. Au plaisir de se revoir par ici ou par là. Et puis merci à toi d'avoir relevé ce petit défi, de venir partager avec nous. Et on te retrouve soit sur PédagoClick, soit sur Apprendre la photo. Voilà. Merci Laurent. Ciao, ciao. Ciao. Bye.